Ah bah voilà, now recording. Là, Ouais, ça enregistre donc. Et ouais, donc ouais. voilà, bonjour, bienvenue dans les Chroniques Inutiles, c'est François. Et je suis accompagné de Julie qui avait la fantastique idée de m'interviewer. Ça me fait tellement plaisir à mon ego. Donc voilà, bonjour Julie. Salut. Et donc le sujet étant les crises économiques, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, ouais. Donc l'économie et les crises économiques. Ouais. Je Voilà. voulais t'en parler depuis un moment et puis j'ai oublié et puis tu m'as rappelé récemment que tu fais ces chroniques inutiles et je me suis dit ah mais c'est l'endroit parfait pour te poser plein de questions et te faire un quiz. Donc ouais, Voilà. Pour être en mode c'est chill. par toi au Bon, pire. c'est ça. Ah, au pire, je ne sais pas. Bah, de toute façon, si je sais pas répondre, je vais dire je ne sais pas répondre. Mais je vais quand même réfléchir 2 secondes et voir à quelle réponse j'arrive. Et fonctionner comme ça, quoi. Ah là là. Et bah, d'ailleurs, moi j'ai une question pour toi peut-être avant. Qu'est-ce Ok. qui t'a amené à vouloir justement te poser ce genre de questions? Je suppose le Covid, mais il y a peut-être eu un moment particulier ou quoi qui a fait ça? Ouais, alors, ouais, c'est surtout avec le Covid où bon, tout le monde a commencé à parler à un moment d'une crise économique qui venait. Donc le fait qu'on est dans une crise économique et il y a une crise économique qui vient, et puis je me suis rendu compte, en fait, je comprends pas pourquoi. Et en fait, la grosse question que je me suis posée, c'est je me suis dit, oui, ok, je comprends que si on est à l'arrêt, enfin, tu vois, si l'économie est à l'arrêt, il y aura une crise économique. Mais si le monde entier est à l'arrêt, pourquoi est-ce que ça fait une différence au final? Mmh. C'est ça OK. le truc qui m'a déclenché. Et puis je me suis dit, parce que je aussi, j'ai pas vraiment un niveau d'économie. Hein. Je veux dire, j'ai vu quelques trucs, je connais les Beh, bases. mmh. J'ai vu le film sur la crise de 2008, là, comment il s'appelle ce film Big Short, c'est ça? Ah! J'ai toujours pas vu celui-là. Ah marrant. Et c'est tout quoi. Au final, je comprends pas très bien en fait comment marche l'économie. Et donc je me suis dit, qui est-ce que je OK. connais comme Ah OK. économiste? Et c'est le premier qui me vient à l'esprit. OK. Ben je peux essayer de bon moi tu sais bien, je vais pas, te lâcher les théories. Je vais, probablement répondre de la manière la plus simple que je crois. Hem, le truc, c'est que tout est une question de cycle, j'ai l'impression. Pourquoi Mhm. j'utilise le mot cycle? C'est que, tu as des impôts à payer, tu as des salaires à payer, tu as des coûts d'entretien, tu as des coûts de garder ton site en ligne, tu as des coûts de fournisseurs d'électricité et tout ça. Et donc, ce qu'il se passe, en fait, quand tout est à l'arrêt, en gros, ça veut dire que tout un tas de personnes qui ont ces coûts ou qui ont fait ces coûts, par exemple des coûts fixes comme on appelle, c'est-à-dire des coûts à l'avance. Qu'est-ce qu'un coût fixe? C'est par exemple, créer sa fabrique, tu vois? Une fois que tu as créé ta fabrique, elle est là, bon, tu as Mhm. dû la construire, tu as dû mettre du matériel et tout dedans. C'est pas un coût qui est récurrent à chaque, mois, tu vois? Par exemple, un coût récurrent à chaque mois, c'est la location de ceci, c'est l'électricité que tu payes chaque mois, voilà, oui, on pourrait dire les salaires aussi, sauf que les salaires, c'est un peu comme un coût fixe parce que c'est un peu plus compliqué de juste virer des gens comme ça, donc ça, c'est voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est que quand tu fais un planning, économique ou un planning de ta boîte, c'est que, ben, ces coûts fixes, tu les prends en compte et tu prends aussi les bénéfices ou les profits ou les ventes, enfin non, donc les ventes que tu vas faire, ça va être des rentrées qui font que ces coûts que tu fais à l'avance, bah, ils seront offsetés et en fait, tout le jeu du businessman, c'est ça, c'est d'avoir plus de rentrées que tu n'as de sorties dans ton argent et c'est comme ça que tu te fais du profit, de l'argent. Et donc oui, pourquoi est-ce que beaucoup de gens se plaignent? Et en fait, ça touche beaucoup plus les petites, moyennes entreprises, bien sûr, que les méga grosses. C'est que si tout est à l'arrêt, hein, aussi bien la consommation, que, bouger autour et tout ça et cetera, bah, c'est, des rentrées, qui partent et donc oui, en effet, on remarque que dans, certaines industries, bah, oui, il y a, beaucoup moins de consommation. C'est-à-dire que si la boîte, elle n'est pas ouverte, bah, oui, il y a pas de rentrée, il y a personne qui paye pour Mhm. rentrer, il y a personne qui achète des boissons, alors que j'ai l'impression que c'est quand même ça qui rapporte de l'argent pour eux, même s'ils doivent payer toujours la location, même s'ils doivent, payer, peut-être toujours l'électricité, ou des trucs comme ça. Payer Mais toujours les pourquoi en impôts et fait? tout ça. Quoi ça?
Pourquoi est-ce qu'ils doivent payer encore tout ça? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste dire, on supprime, juste parce que là c'est la pause, alors on supprime tous les loyers, on supprime les impôts, genre pour les mois de Covid, et puis, et puis voilà, c'est réglé, non? Alors, les gens qui écoutent ne vont probablement pas le remarquer, mais j'ai un méga gros sourire sur mon visage parce que moi, bien sûr, je t'entends et je suis là, mais oui, pourquoi? Et je me lève et j'avance et je suis là, mais oui, tout à fait, on pourrait tout faire. Alors, moi, c'est un peu une réponse un peu déprimante que j'ai envie de te donner, c'est que nature humaine, quoi. C'est que bon, oui, il y en a peut-être certains qui voudront le faire, mais ensuite il y en aura peut-être d'autres qui voudront pas le faire. Et voilà. Et si c'est pas un truc coordonné, ben, je veux dire, ça va pas marcher. Prenons par exemple les loyers. Bon, tu sais que j'ai un appart, tu vois. Tu vois, et je paye à la banque un certain montant pour cela, tu vois. En fait, oui, supposons, tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui habite dans cet appart-là et elle paye un loyer, tu vois, et donc moi, en fait, je compte sur ce loyer pour payer la banque, tu vois. Donc, ok, si la banque dit, François, t'as plus besoin de payer ce mois-ci parce que Covid. Ok, alors moi, je peux dire à mon loyer, écoute, moi, j'ai plus besoin de ton argent pour payer mon emprunt parce que Covid, etc. Le truc, c'est que c'est ça, c'est qu'en effet, en théorie, hein, c'est bien, et là je fais des grosses guillemets, oui, c'est une idée qui est tout à fait possible. Je ne sais pas exactement en pratique comment on ferait, mais en effet, on pourrait tout à fait faire des dérogations pour certaines industries, certains fonctionnements. C'est juste qu'en pratique, c'est très compliqué, et en plus de ça, il y a quand même une crise sanitaire à gérer. Et là, je parle pour les Ouais. gouvernements qui, du coup, sont pas forcément les plus. Parce que, bon, on parlait hors ligne de comment on a tous les deux des jobs dans plus ou moins le gouvernement et que le tempo est quand même beaucoup plus lent. Et oui, en fait, là, on est dans une situation de crise où tu as des gens qui ont une philosophie de lenteur, une philosophie de calme, de bien structurer, d'aller à son aise, de bien faire les choses. Et on leur demande de réagir vite et efficace. C'est normal que ça allait un peu foirer, quoi. Et donc, en plus de ça, demander à ces gens de réagir au Covid, mais pas juste à ça, de prendre des bonnes décisions pour tout ce qui est économie et tout ce qui est oui, salaire, loyer, tout ce que tu as dit, ça m'a l'air extrêmement compliqué. Donc, ma réponse simple est cupidité, je l'ai un peu dit. Et puis, deuxièmement, c'est que c'est très compliqué de faire ça comme ça tout de suite. C'est un peu chiant comme réponse, mais ça, c'est l'intuition qui me vient. Mm. Je sais pas si tu as des autres Mais en questions. même temps, Ouais, ça me paraît plus compliqué d'éviter, enfin, de risquer une grosse crise économique si ce serait possible de l'éviter en mettant tout le système en pause. Enfin, je comprends qu'il y a certains trucs dont on a besoin, évidemment. Il y a des nécessités. On peut pas juste tous décider d'arrêter de manger pendant un an. mhm. Mais est-ce que au final, ça ne redeviendrait pas moins cher pour le pays entier de juste mettre toute l'économie en pause et de juste financer les fermes et la nourriture, donc Mhm. les besoins de base, l'électricité, l'eau, que justement d'avoir cette espèce de demi-économie qu'on a depuis le début de cette crise où, je sais pas, il y avait un moment où, par exemple, l'Italie a réouvert parce que c'est pas parce que la crise du Covid était terminée, c'est parce qu'ils risquaient la crise économique. Donc, est-ce que cette crise économique aurait pu être évitée au final, vu que le monde entier a eu cette crise de Covid en même temps? Alors là, j'ai l'impression que pour arriver à ce genre de réponse, il faudrait aller dans le concret, et malheureusement, je veux dire, j'ai pas des chiffres devant moi, et j'ai pas la situation. Parce que tu me dis sur l'Italie, c'est intéressant, mais j'ai pas tous les détails à propos de ça. Alors, est-ce qu'on peut éviter? Moi, je pars du principe qu'en effet, si tu te prépares à tout et que tu sais qu'à un moment ou l'autre, il y a ce petit truc qui va venir changer tes routines et changer. Parce que c'est de ça qu'on parle, hein. Je veux dire, on parle de l'économie italienne, donc c'est-à-dire probablement basée fortement sur le tourisme. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce serait ça. Donc, fortement basé sur le tourisme et donc tout ce qui dépend du tourisme aussi. Donc, c'est-à-dire musée, resto, culture. Enfin, ouais, voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Je me trompe peut-être. Enfin, je veux dire, oui, il y a peut-être le luxe aussi, les Ferrari et tout ça. Donc, il y a peut-être le luxe aussi.
En effet, vu que maintenant il y a une crise qui empêche les gens de voyager, de se rencontrer, de se toucher, etc., hein, ben oui, qu'est-ce qui se passe? Ben du coup, tu as beaucoup moins de clients. C'est marrant que tu prennes l'Italie comme exemple parce que moi, en fait, fin février, je crois, je suis allé en Italie, en fait. Ah Donc, ouais, juste. ouais, ouais, ouais. Donc il y avait Covid, donc il y avait, c'était complètement confiné au nord de l'Italie. Et moi, je crois que je suis revenu 2 jours avant qu'ils confinent Rome. Donc moi, je suis allé à Rome. Et en fait, ce qui était comique, c'est que j'ai été donc au Vatican et j'ai été à plusieurs musées. Ils étaient complètement vides, quoi. Complètement vides. Là où, dans ce quartier du Vatican, autour, ou en tout cas là où j'ai pu visiter, t'as 20 milliards, enfin, il y avait vraiment blindé de restaurants, quoi. Et ils étaient tous ouverts, et t'avais vraiment les gars devant la rue en train de regarder, genre, bon, les clients, ils viennent. Tous ces gens qui sont là, bon, bah, Alors, est-ce que ce sont des chaînes comme McDonald's ou quoi que ce soit? Ça avait pas l'impression pour moi. Ça avait plutôt l'air des gens qui se disaient, oh, bah, ok, le Vatican, c'est tellement important historiquement qu'il y a toujours des gens qui viennent. Tu vois, donc ça, c'est des gens qui, du coup, ils n'ont pas de rentrée, hein, pour revenir à ce que je disais avant. Ils payent probablement, ils devront encore payer probablement tout ce qui est. Parce que je crois pas que le gouvernement va dire ah, c'est bon, ne payez pas d'impôts maintenant. Et ouais, du coup, s'ils n'ont pas les entrées, ils ont un certain budget, certains plans. Et puis derrière, bon, ils devront peut-être faire des emprunts aussi. Ensuite, je sais pas quelle est ta relation avec le monde banquier et ce que tu observes de celui-là, mais le monde banquier, il est parfois très impardonnable. Ils sont pas très sympas non plus. Et ouais, et s'il n'y a pas ce genre de sympathie, oui. Enfin, par exemple, pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a en Belgique. Qu'est-ce qu'on a fait pour les indépendants et tout ça? C'est que on s'est rendu compte que ok, il y a plein de petites boîtes et indépendants et petites moyennes entreprises qui vont souffrir. Du coup, il y a eu plein de banques qui ont fait un joli coup marketing. Ils ont dit, nous, hein, on va vous aider, vous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, vous savez quoi? On va vous faire un emprunt et vous devez pas à un taux très intéressant et vous devrez nous repayer que dans un an. Sauf que si maintenant, moi, à cause de la crise, j'ai perdu environ 10 000 euros d'entrée et que du coup, maintenant, je suis 7 000 euros en dette, par exemple, ou allez, disons 5 000 euros en dette pour faire des chiffres simples. Ça veut dire qu'en fait, donc sur cette année-là, hein, donc je fais un calcul d'année, donc sur cette année-là, en fait, ça veut dire que je suis 5 000 en dette, donc je prends 5 000 à la banque, tu vois. Sauf que, et c'est là où on arrive, combien de temps va durer ce confinement et on peut garantir que les clients vont revenir et que j'aurai pas juste les 10 000 en plus. Donc, alors, dans l'exemple que j'ai donné, tu as 5 000 en coût par an et tu as 10 000 en entrée et donc tu fais 5 000 différents. Attends, est-ce que c'est logique ce que je dis? Parce que je sais pas exactement. Soit, ce que je veux dire, c'est que l'année prochaine, les banques, elles veulent leur argent, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe quand elles demandent leur argent? Bah, typiquement, quand tu demandes un emprunt, bah, tu dois hypothéquer ton business, tu dois hypothéquer. Si par exemple, tu dois hypothéquer des trucs, tu dois mettre des trucs en garantie, et donc la banque récupère. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où on arrive, je trouve, à un sujet qui, moi, m'intéresse personnellement plus qu'autre chose. C'est qu'est-ce qui se passe après un an si ces petites moyennes entreprises ne savent pas payer? Bon, bah, c'est bon, la banque récupère, ils vendent ça à des business beaucoup plus gros qui, eux, peuvent se permettre de prendre des risques. Et en gros, ce qu'on a vu exactement dans la crise financière de 2006-2007, bien 2007, non 2007-2008, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait fondamentalement, c'est que toutes les petites moyennes entreprises et donc Fortis aussi, en fait, se sont fait racheter par des méga grosses multinationales. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une consolidation des grosses boîtes et elles sont devenues juste encore beaucoup plus grosses. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aussi maintenant. C'est que oui, enfin, je veux dire, j'ai entendu en France là l'histoire d'une dame qui, en gros, ils ont annoncé un deuxième lockdown et en fait, elle s'est suicidée, quoi. Ben, c'est bon, moi ça va pas, quoi. Je vais mettre ma famille dans la merde, enfin parce que ouais, c'est au niveau de la législation. Je vais mettre ma famille dans ma merde, autant que je me suicide. Comme ça, alors, ils pourront pas attaquer ma famille et ils pourront juste prendre ce qu'il y a dans le business. Moi, j'étais là, ok, ça c'est quand même intéressant que la personne elle a calculé son suicide. Enfin, enfin bon, soit, voilà. Je crois que j'ai dit assez. Euh, ouais, donc mais en Je fait, sais avec pas. ses prêts super bonnes, avec des super bons taux, la banque fait un bon pari, quoi, parce qu'il y aura tout un nombre de petites entreprises qui vont faire faillite, et donc la banque va récupérer tous ces trucs-là.
va récupérer en fait les possessions, tu vois? Ou en tout cas, ils pourront Mmh. les revendre à des meilleurs prix et puis en même temps, ils ont des assur enfin, en tout cas, là, je parle pour moi. Pour mon appart, par exemple, je paye une assurance. Moi, à la base, je croyais que c'était une assurance pour mon appart. Non, c'est pas ça du tout. C'est une assurance au cas où je ne paye pas la banque. Comme ça, eux, ils peuvent récupérer la somme que j'aurais dû leur payer et c'est moi qui paye cette assurance. OK. Voilà, exactement, c'est ça la réaction qu'il faut avoir. «Ah ouais, c'est comme ça là-bas. Oh, c'est sympa, oui, c'est sympa». Mais et donc oui, c'est moi qui la paye. Parce que sinon, oui, je pourrais pas enfin, je pourrais pas l'acheter, quoi, tu vois? Et oui, non, enfin, il y a une raison pourquoi dans la mythologie grecque, tu sais c'est qui le dieu de l'argent, dans la mythologie grecque? C'est intéressant ça aussi. Pas le dieu du commerce, hein, de l'argent, Je sais pas. de la monnaie. Non. Ah, c'est Hadès. C'est le dieu de l'enfer, Tu ça? vois? C'est le dieu de l'enfer, exactement, parce que Ouais, lui, c'est en fait le OK. dieu dans son énergie, il est très froid et calculateur et très froid et c'est genre 1 + 1 = 2, il compte et il fait de la voilà. Ouais, C'est ouais. les Grecs, ils avaient capté un truc là, tu vois? Donc voilà, j'ai envie de partager ça. Alors est-ce que c'est parce que là j'ai dit financier, mais c'est pas bien sûr, c'est pas que le monde financier. Puis il y a certaines boîtes qui bien sûr, enfin vont méga bien, hein. Typiquement, enfin Netflix, les comptes Netflix ont explosé, tout ce qui est digital bien sûr explose, beaucoup plus vite. Donc oui, c'est Mmh. vraiment il y a une transition, qui se passe et oui, certains en souffrent, d'autres en souffrent moins. Je crois que le chiffre était 20 en moins de consommation, au enfin, ici en tout cas. Je sais pas comment c'est exactement au niveau mondial parce que très honnêtement, j'ai pas très, suivi, je m'occupais avec d'autres trucs. Mais donc oui, il y a clairement des changements et donc en fait, la grosse question, au niveau, économie, c'est ça, c'est vraiment, est-ce que autant de business et tout ça peuvent survivre les coûts, oui ou non? Et donc ça, ouais, Mmh. ça, c'est des grosses questions, quoi. Heu, voilà. C'est vrai qu'en fait, moi, j'avais vu enfin, cette période de confinement et tout ça comme un arrêt total de la société, en fait. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y avait tout ce côté, justement en ligne et digital qui a explosé, quoi. Enfin, du coup, tout le monde était en ligne. Ouais, ouais, C'est ouais. vrai que je l'avais pas vraiment vu comme ça. Bah, enfin, allez, moi, une analogie que j'aime bien faire, c'est que en fait, l'économie, c'est de la sociologie, mais avec des chiffres. J'ai l'impression. Mmh. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça montre? Ça montre comment les humains réagissent, en quoi ils croient au fur et à mesure du temps, selon la valeur des actions. Oh, Pfizer annonce un vaccin, pouf, et hop, Mmh. tout à coup, la valeur de l'action monte tout de suite, alors que les Russes ont fait la même chose, et Cuba a dit aussi qu'ils avaient un traitement. Ah mais non, et quand Pfizer le fait, là, on fait confiance. Ouais, je fais mon activisme, ok, bon, soit. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, non, c'est pas des systèmes morts, quoi. En fait, c'est le cliché numéro 72 dit que le symbole de crise en mandarin est le même symbole qu'opportunité. Et franchement, enfin, au niveau opportunité, il y a eu tout un cas d'opportunistes pour le coup, qui se sont fait mais des pactoles sur cette crise, juste parce que ils font semblant qu'ils ont des masques, ils envoient des échantillons alors que c'était ça tout le stock qu'ils ont. Dès qu'ils ont l'argent, pouf, ils n'existent plus, ils vendent pas. Ça s'est passé quand même plein de fois. Et la Belgique a fait plein d'erreurs à ce niveau-là, et pas que la Belgique. Il y a eu des cas, par exemple, où tu avais des masques qui étaient en Belgique, tu vois, ou des gants, tu vois, latex, hein, des cas en Belgique, et il y a des pays, enfin, et où tu as des commerçants qui, du coup, ils les avaient là, ils avaient stocké ici, ils allaient les vendre à la Belgique. Ah bah tiens, il y a un pays du Moyen-Orient, péninsule arabe, qui tout à coup achète au dixième du prix et pouf, tout à coup, ces trucs qui étaient destinés à la Belgique, ils s'envolent pour d'autres pays, quoi. C'est c'est pas tout le monde qui en souffre, hein, de la crise. Donc Mmh. voilà. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que ça stimule en toi? Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, hein, moi mais donc voilà, si tu en as d'autres, Ah vas-y. ouais, ouais, enfin, j'en ai encore, t'inquiète. OK, vas-y. Mais Tu mais à choisis mon avis, laquelle? ça va aller un peu dans tous les sens, hein, parce C'est qu'il y a pas plein de grave, choses c'est pas que je grave. comprends pas et il y a plein enfin, ouais, comme j'ai dit au début, je m'y connais pas tellement en C'est pas économie. grave, J'ai eu j'essaie de un faire une cours une fois et je l'ai passé par chance, quoi, parce que c'était un choix multiple. c'était un choix multiple. Quoi, donc tu as même pas dessiné la courbe de l'offre et la demande?
Non, non, c'était. Ouais, je pense que c'était il y a longtemps aussi. Je pense qu'il y avait quand même. On était censé réfléchir, mais bon, c'était aussi. J'en ai fait quelques-uns par hasard aussi, quoi. Disons, Ouais, disons ça comme ça. c'est genre, Euh, ouais, ça peut être celle-là, mais non, ça doit être celle-là. Ouais, ça, c'est toujours le truc marrant avec les QCM, c'est que tu sais jamais, genre, tu vois, il y a moyen de le faire par chance aussi, quoi. Et il y a moyen de ouais, foirer aussi complètement, j'ai tu vois. compté un peu comme ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc en fait, justement, vu que tu parlais d'opportunisme, j'ai aussi une question un peu là-dessus. C'est-à-dire, quand tu es dans une crise, est-ce que, au final, cette question est probablement très conne, je sais pas si, Je ne mais sais est-ce pas, tu que l'as pas fini. quand c'est la crise, ce ne serait pas justement le bon moment de faire des investissements genre hyper étalés comme ça, genre t'investis dans plein de trucs complètement différents en te disant que quand l'économie va remonter, genre de placer ton argent, quand l'économie remonte, alors il y aura de toute façon un certain nombre de tes placements qui vont gagner. Alors, c'est hyper bien remarqué. Alors, moi, tu disais que c'était peut-être une question conne. Moi, j'ai envie de dire autre chose. C'est que ce que tu dis témoigne justement d'un esprit fin. Parce que justement, Oh. ce que tous les traders font, c'est ça. C'est qu'ils essayent justement d'acheter à l'endroit où ce sera le plus bas. Parce qu'alors, si tu investis à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu te fais le plus de bénéfices. Et puis dès que ça atteint le niveau le plus haut, c'est à ce moment-là de vendre. Mm. Et puis alors là, tu auras un bénéfice. Je veux dire, ça, c'est ce qu'on appelle du trading. C'est ce qu'on appelle en effet de l'investissement. C'est t'achètes au plus bas pour vendre au plus haut. Et en effet, la grosse question, c'est ça. Où est le plus. Enfin, quand tu es trader, bien sûr. Hein, donc, pour rentrer dans l'esprit d'un trader, quand est-ce que ce sera le plus bas et quand est-ce que ce sera le plus haut? Mhm. Et justement, et tout le challenge, c'est ça. Donc vraiment pour se faire, là je parle vraiment pour se faire des bénéfices, tu vois. Parce Mhm. qu'on pourrait aussi dire, parce un autre raisonnement serait de dire, ah mais non, tout va mal, c'est le moment d'investir dans. Hop, c'est Ah. marrant, elle parle à quelqu'un. En fait, quand tu Ouais, actives la vidéo, tu vois. Ben, je vais faire, je vais continuer. Bonjour. ça va quoi. Mais ouais, Faudra ouais, peut-être mettre ouais, elle une peut pause. un petit peu répondre. Ouais, je sais pas s'il y a moyen, mais en même temps, c'est pas grave. De quoi je parlais? Oui, et en même temps, ouais, ben, non, en fait, c'est bien parce que du coup, ça fait la transition vers l'autre mode de réflexion qui serait de dire, ah ben non, moi, j'ai du pouvoir avec mon argent. Là où je place mon argent, c'est comme donner de l'énergie ou de la force à certains projets. Du coup, moi, où je mets mon argent, je donne de la force à tel ou tel projet pour que ça se lance mieux. Donc, on pourrait dire, tout comme on met de l'argent dans des ONG, moi je vais investir par exemple dans les énergies renouvelables, je vais investir dans des entreprises qui, par exemple travaillent dans les vaccins ou qui travaillent dans la santé, je vais investir dans tout ça et dans tout ça. Sauf que la plupart des gens qui investissent ne pensent pas forcément comme ça, pour ne pas dire pas du tout, et que la plupart des gens qui auraient le pouvoir de faire ce genre de choix, ils laissent tout sur un compte d'épargne. Donc, parce que en fait, tu prends des risques, il y a des risques inhérents à l'investissement que en fait la plupart des gens ne sont pas forcément prêts à prendre. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Si, si, mais ouais, en un effet, peu. ouais, ben Donc, voilà. mais donc justement, donc comme tu disais juste maintenant que le but c'est d'investir l'argent quand tu es au plus bas et puis Ouais, t'es toujours là? je t'écoute, hein. Ok. Ouais, ouais, c'est juste que je me rends Tout à compte coup j'ai que vu en ton fait ma clavier, je prise. me suis dit quoi? Bah, en fait, ma prise, elle ne fonctionnait plus. Voilà, maintenant mon ordinateur charge, ça m'a pas coupé bizarrement. Mais je suis là. Ah, ok, ok. Ça, c'est les problèmes du digital. Si on était en live, hein, il y aurait pas ces problèmes. Ouais, ça fait une petite interlude dans la conversation super sérieuse, donc c'est bien. C'est ça. Donc, oui, vous Euh, entendez, les chroniques inutiles sont Covid-friendly. Vous venez participer, hein. il y a le bruit des enfants C'est enfin, ça. ça. On nous venait Euh, bien, le Covid. Chronique inutile. Pardon. J'ai oublié ce que je disais. Ah. On Oui, parlait oui, oui, non, non, ça, d'investissement. Oui. je sais. Ok, voilà. Donc, tu veux investir quand tu es au plus bas et puis vendre quand tu es au plus haut. Enfin, Yes. vendre les stocks quand tu es au plus haut. Mais justement, une crise, tout sera au plus bas au final, non? Donc, en fait, c'est hyper safe d'investir dans une crise. Enfin, pas hyper Alors, safe, mais plus safe. oui et non. La question est, en fait, il y a plusieurs questions à se poser. En quoi il faut investir? Donc ça, c'est un. Dans quoi il faut investir?
et qu'est-ce qui va survivre. Donc lié à cette première question, c'est qu'est-ce qui va survivre et qu'est-ce qui va pas survivre. Si moi j'investis dans des discothèques maintenant, oui, c'est peut-être hyper bas, mais je veux dire, si l'industrie des discothèques belges, elle ne remonte pas, et les discothèques dans lesquelles j'ai investi, donc je pense concrètement, pas dans des actions, mais je me dis, ah quoi, cette discothèque, je peux l'acheter pour pas cher maintenant, et bah ok, j'achète, mais que du coup elle ne rouvre jamais, ben, enfin voilà, moi je vais pas d'avoir retour sur mon argent, sauf si j'achète le building et que je sais pas, moi j'en fais un centre de test Covid ou un centre d'isolation Covid ou quoi, ou un laboratoire qui fait des tests, qui fait par exemple le vaccin et qui du coup le dissémine un peu partout. Oui, mais donc du coup là ce que je fais, c'est que j'investis dans le bâtiment pour ensuite faire un business à côté. Et donc, mais pour ensuite revenir au trading en particulier, l'esprit du trader, c'est justement ça, c'est en fait, tu vas pas investir tout de suite, tu vas attendre qu'il y ait des signaux qui montrent que les actions sont en train de remonter, que l'économie est en train de remonter, parce que sinon, si moi j'investis maintenant 500, tu vois, dans une action, j'investis 500 dans une entreprise. L'économie descend, ça 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 descend. Ça descend jusque 5 euros. Bah, j'ai perdu techniquement 495 euros. C'est ça qui est marrant parce que perdu, gagné, c'est très bizarre. C'est de la spéculation. Donc c'est vraiment de la socio. Hein, tu vois, c'est vraiment est-ce qu'on croit ou pas dans cette entreprise. C'est ça qui fait que la valeur augmente. Soit, ça c'est philosophique. Partons, revenons. En gros, si ça remonte, bah, où est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça va remonter à 1000 ou est-ce que ça va remonter à 100? Moi, je me fais du bénéfice si je l'achète quand la valeur est à 5. Donc, j'accepte que j'achète pour 500 à la valeur de 5 et que je revends alors. Donc, 500 à la valeur de 5, ça veut dire qu'il y a 100 actions que j'achète. Et si je revends ces mêmes 100 actions à la valeur de 100, alors j'ai fait 10 000. Et donc, en fait, mes 500 euros deviennent 10 000 euros, si je sais faire encore des maths de tête. Donc l'idée, c'est que c'est ça, c'est que et le trader, il attend, en fait, d'attendre le moment le plus bas, parce que tu sais jamais aussi bas que ça va aller, et tu sais pas non plus à quelle hauteur ça va remonter, parce que rien n'est dit que ça va remonter à la même hauteur d'aujourd'hui. Et justement, la crise des années, de post Première Guerre mondiale, c'était exactement en Allemagne et aux États-Unis et tout ça, c'était exactement ça, c'est que c'était allé tellement bas, en fait, que ça remontait petit à petit. Et donc la logique de se dire ah ben j'investis maintenant parce que ça va remonter au niveau normal. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Personne ne sait prédire le futur en fait. Et oui, ok, c'est peut-être plus intéressant, mais on peut pas dire que ça va revenir au même niveau en fait. Et c'est ça tout le truc, c'est que, enfin, plus ou moins tous les économistes sérieux que moi j'ai entendus, ils disent tous plus ou moins la même chose. Ouais, ça va prendre peut-être 5 à 10 ans avant qu'on revienne à l'état normal avec des grosses guillemets. Alors moi je le vois plutôt positivement parce que justement ça va nous faire nous poser des questions sur notre consommation, sur comment on doit vivre entre nous. Et d'ailleurs on le voit avec le Covid, c'est que les comportements ont beaucoup changé suite au Covid au niveau de la consommation parce que beaucoup de gens se rendent compte qu'il y a des trucs qu'ils ont besoin et des trucs qu'ils n'ont pas besoin du tout. Donc j'ai l'impression que même la consommation aussi va descendre avec justement ce niveau d'économie en moins. Ce qui est juste chiant, c'est oui, c'est pour le coup les petites moyennes entreprises qui, oui, qui en souffrent en fait. Donc voilà. Je suis parti dans tous les sens, hein, pardon. Ah non, c'était vraiment bien. Mais est-ce que les gens qui investissent justement, ça ne nourrit pas aussi le recovery, le fait de sortir de la crise. Donc, si plein de gens investissent, disons maintenant, est-ce que ça va pas justement faire que la courbe va remonter plus vite que si tu n'investis pas? Alors, sociologie, hein, tu te souviens? Pourquoi je dis sociologie? C'est que what is the bottom line, as they say in English, avec mon franglish et tout ça. C'est que fondamentalement, et c'est pour ça que je parlais de cycle juste avant, c'est que fondamentalement, qu'est-ce qui est le plus important en fait? C'est la consommation. Ça craint de le dire, et j'ai justement eu une chronique là-dessus avec un autre gars qui n'aimait pas du tout ce que je disais, mais c'est ça qui fait tourner le monde pour ainsi dire, parce que tu peux investir dans un business de sandwich, mais si personne ne vient acheter tes sandwichs, pour ainsi dire, tu jettes l'argent par la fenêtre. Parce qu'il n'y a pas de rentrée. Du coup, c'est là où c'est très difficile de savoir vers où ça va.
investir dans une entreprise, c'est-à-dire mettre l'argent dans les poches, tu vois? C'est-à-dire tu mets l'argent Mhm. dans la poche, de ce bazar pour que ça tourne, pour que ce soit opérationnel, mais s'il y a pas les rentrées derrière qui font que ce soit business viable, hein, que ce soit viable, hein, que donc que ça tourne de soi-même. Parce que c'est ça que tu essaies de faire avec ton business, c'est que ça tourne de soi-même et que tu n'aies plus besoin d'investissement externe et qu'en fait de soi-même, tu te fais plus d'argent que tu n'en dépenses et du coup, en fait, cet argent en plus, bah, tu l'utilises pour boire du vin et pour aller faire des chroniques inutiles. Enfin, non, c'est pas Mhm. tellement cher les chroniques inutiles. Mais je veux dire, c'est ça que tu essaies de faire, c'est ça le concept de profit, tu vois. Alors, soyons clairs, l'idée aussi peut-être pas du socialisme, mais du keynesianisme ou je sais pas quoi, c'est justement ça, c'est que tu vas investir justement dans des entreprises au moment où ça va mal pour les garder en état, pour que quand ça va bien, eh ben, tu prennes plein de taxes et que du coup, l'argent, enfin le gouvernement a une certaine réserve pour, bah oui, pour que quand ça aille mal, justement, tu puisses réinvestir et tout ça. Bon, je sais pas si tu sais quel est l'état de dette de la plupart des États? Est-ce que tu as une idée? Là, je te pose une question. Non, non, pas du tout. Tous les pays du monde sont en dette. Si tu veux, va chercher sur Wikipédia maintenant euh, Mhm. Debt of Nations. Franchement, fais-le et regarde le pourcentage de dette. Regarde les pays. Je crois que les États-Unis, c'est 700 trilliards. Tu vois? Enfin, tu vois, Ouais. et Mais il je n'y veux a dire, pas de pays genre la Chine où justement eux, ils... tous. Non? Ok. Tous! C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce que ça montre en fait? Bon, il y a des circonstances atténuantes et tout. Typiquement, la majeure partie de ces dettes des pays, des États, et donc on revient au monde financier, la meilleure partie de ces dettes des États, en fait, ce sont les intérêts en fait. C'est pas du tout les dépenses que tu as fait en trop, ce sont les intérêts qui s'accumulent et qui du coup s'accumulent de manière exponentielle, c'est ça le mot? Qui s'accumulent de manière exponentielle et qui en fait, là où tu crois que ah ben non, en fait mes dettes, alors là je fais un signe de la main qui montre que en fait la dette monte de manière linéaire. C'est pas du tout de manière linéaire, ça monte de manière exponentielle. Ça veut dire que chaque année, ça augmente de plus en plus et encore de plus en plus et encore de plus en plus en fait. Et donc oui, et donc en fait, on est dans une situation où ça devrait cracher parce que tous les pays sont en dette et en plus de ça, il y a une crise. Il y a une crise économique à ce niveau-là. Ouais, et les seuls qui en bénéficient réellement, moi j'ai envie de dire, ce sont ceux qui ont la propriété. Et quand on regarde l'exemple belge, bah, par exemple de Fortis, ou quand notre cher Premier ministre socialiste, hein, il était socialiste le Premier ministre à l'époque, a dit oui mais non, on doit refinancer les banques et on doit vendre notre seule banque qui marche bien, Fortis. Et ne vous inquiétez pas, nous, l'État belge, on garde 51%. Et qu'entre-temps, la banque qui l'a acheté à l'époque, en 2007-2008, maintenant contrôle 71%, je crois. Je me trompe peut-être, il faut faire checker. Mais en tout cas, maintenant, c'est eux qui ont vraiment le contrôle là-dessus. Et que qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est qu'ils ferment des agences partout et qu'ils vont en mode full digital. On peut se poser sérieusement des questions par rapport à l'intégrité des gouvernements. On peut se poser sérieusement des questions par rapport au fonctionnement de tout ce système. Et voilà, moi je me pose les questions, je vais pas tenter d'y répondre maintenant, parce que je crois que rien qu'en posant la question, ça montre déjà quelle couleur et quelle opinion j'ai. Mais voilà, Euh, euh, je vais dans tous les sens, ouais, hein, pardon. Tu sais pas dans quoi tu t'es fourré avec moi. non, non, c'est bien parce que du coup, tu éveilles plein de questions auxquelles j'avais pas pensé avant. Mais justement, par exemple, si tous les pays sont en dette, au final, est-ce que ça ne veut rien dire au final la dette? Enfin, enfin, la dette des pays, elle accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, et ils vont jamais. Enfin, par exemple, la dette des États-Unis, là, ils vont jamais la rembourser. Et donc, on s'en fout en fait. Enfin, tout le monde s'en fout de Alors, cette dette. alors, c'est une remarque très intéressante. Sauf que qui détient la dette et qu'est-ce qu'elle décide de faire, oui ou non, avec? Ce qui se passe maintenant dans le monde financier, c'est qu'il y a une sorte de, comment on va appeler ça? C'est un peu un Ponzi scheme dans le sens où ce que tu fais, c'est, regarde, moi j'ai, disons 100 millions hein, de dettes, donc voilà. Disons moi je te dois 100 millions, ou disons 100. Toi tu me dis, tu sais quoi? Je te donne les 100 millions, mais d'ici un an tu me donnes 5%. Qu'est-ce qui se passe alors?
l'année prochaine, je te dois 105 millions. Tu vois? Ensuite, l'année d'après, tu me dis, mais non, mais François, pas de problème, pas de problème. Tu sais quoi? Je te refinance, je te donne 105 millions, mais l'année prochaine, tu me donnes 5%. Alors, pas, pas de problème. Alors là, on arrive, est-ce que je sais faire encore des maths? Alors, là, on est à du 108, je sais pas. Bon, soit, tu vois où je veux en venir. Cette dette s'accumule et c'est de ça que je parlais quand je parle des intérêts. C'est que peut-être à la base, la dette, elle est peut-être 100, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, ça s'accumule et ça devient de plus en plus grand. Et comme j'ai dit là tout de suite, hein, c'est de manière exponentielle. Parce que c'est cumulatif au niveau, c'est pas l'intérêt n'est pas calculé sur la dette originale, mais il est calculé sur ce que je te dois chaque année, quoi. Tu vois? Où est le problème? Et c'est là où j'ai presque envie de dire se passent des guerres mondiales et d'autres guerres en tout genre. C'est le moment où toi, Julie, tu dis non, mais là ça va pas. Franchement, je le veux mon argent. Donc, ou bien tu me donnes mon argent, ou bien tu me donnes telle industrie, ou bien tu me donnes tel ou tel, je sais pas moi, business, ou bien tu me donnes tel ou tel truc, tu vois. C'est une fois qu'on arrive à ce moment-là que ça devient intéressant. Parce qu'en effet, pour le moment, c'est juste tout a été refinancé, etc., etc. Et donc là, je t'invite très sérieusement à regarder le fonctionnement du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, qui sont soi-disant des espèces d'organismes censés aider des États dans le besoin. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? C'est de la façon suivante. Et donc là, au niveau du colonialisme, c'est hyper intéressant. C'est que, en fait, ce qu'ils font, c'est ils disent, OK, on te fait un certain emprunt pour refinancer ta dette, etc. Mais ça veut dire que par exemple, les multinationales qui vont, par exemple, venir s'installer pour relancer l'économie et donc pour que tu puisses payer la dette, etc., d'autres moyens que par notre financement, il faut que tu libéralises telle ou telle industrie, ou il faut que tu libéralises telle ou telle industrie, ou il faut que tu vendes tel ou tel terrain. On y est, hein. Il faut que tu vendes, enfin, déjà rien que le fait de vendre des terrains comme ça se passe maintenant en Afrique, hein, et c'est pas que les Chinois, parce qu'on parle beaucoup des Chinois, mais avant, voilà, il y avait enfin avant, toujours aujourd'hui, les Européens font la même chose, les Américains font la même chose. Moi, quand j'étais là-bas, quand j'ai été là-bas dans une région où il y a plein de ressources, ce qui m'a complètement choqué, c'était de me rendre compte que, enfin, tu avais des Chinois, tu avais des Russes, tu avais des Indiens, tu avais des Américains du Sud, tu avais des Américains, des Européens, et ils étaient tous là pour la même raison, c'est-à-dire les ressources qu'on a besoin parce que nous, nos entreprises multinationales en ont besoin, quoi, tu vois. Alors là où on rentre dans un Attends, cercle donc, complètement vicieux. je Ok, t'ai vas-y. un peu perdu là. Donc, ces endroits où tu as vu des gens internationaux qui prenaient les ressources en Afrique, c'est parce que les pays africains avaient des dettes envers d'autres pays, c'est ça? Alors, ok. Tu as une dette. Donc, alors, prenons l'histoire dès le début. Ok. Cool. Moi, je suis le pays africain. Toi, tu me dis, toi, tu es la bonne businessman, tu me dis, ou bien on pourrait te faire le contraire, ou je sais pas. Non, 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 disons que toi, tu es le pays africain. Moi, je te dis Ouais. maintenant, tu sais quoi, Julie? Toi, tu es indépendante maintenant. Qu'est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Ouais. yeah! Non? Ok, allez, aucune réaction. Bon, ok, tu dis, yeah, j'ai Je enfin sais mon pas. indépendance, je Je me suis sais ce qui va libéré de venir ces après. putains de coloniaux. Ouais. Non, 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 putain d'enfoiré, je suis enfin libre, je vais pouvoir prendre mes propres décisions et tout ça. Sauf que, et le diable est Ouais. dans les détails, hein. Le diable, Hadès, tu te souviens, il est dans les détails. Sauf que moi, je te dis, ouais, mais sauf que moi, bon, avant que je te donne ton indépendance, quand même, il faut que tu prennes une partie de la dette, quoi, de ma dette, tu vois, parce que, je veux dire, ton pays et tout, je m'en occupais parce qu'il y avait il y avait des intérêts business et tout. Et là, maintenant, vu que je te libère, je veux dire, moi, je me suis fait des dettes pour te développer toi, tu vois. Donc, ok, je te rends indépendant, mais tu dois quand même prendre une partie de ma dette, tu vois. Alors là, on est Mhm. jour numéro 1. Tu as des pays qui se lancent, tu vois, donc qui débarrent, hein, qui démarrent du début, ils ont rien, tu vois, pour ainsi dire. Ils doivent tout reprendre à zéro, ils doivent refaire des investissements, ils doivent
je sais pas moi, payer les nouveaux, enfin payer le développement par exemple de tout ce qui est parlement et des trucs comme ça. Hein, et donc ils doivent faire tout un tas de développement et tout ça, mais ils n'ont pas l'argent parce qu'ils n'ont pas encore eu des rentrées, etc., etc. Et ce n'était pas le cas que, hein, je veux dire, les pays coloniaux ont simplement donné cet argent pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a eu des organisations qui se sont dit, ben ok, on est prêt à refinancer cette dette, mais il y a quelques petits trucs à faire pour ça. Par exemple, et donc ça c'est purement de la négociation qui se fait à haut niveau. Par exemple, telle ou telle ressource, tu nous la vends à un taux préférentiel, ou bien nous on peut installer une base chez toi, ou bien tu nous fais telle ou telle promesse pour voter à l'ONU ou à l'OTAN, non, à l'ONU de telle et telle manière et tout ça. Donc en fait, c'est ok, tu rends les gens indépendants, mais en même temps, derrière tout ça, tu leur fais forcer quelques promesses parce que sinon, ils peuvent pas financer leur pays. Il y a Mais, attends, mais nous aussi, on a nos dettes. Donc. Oui, nous aussi. Mais, mais donc, en fait, c'est hyper hypocrite de dire ça. Parce que si les pays du monde entier sont endettés à des valeurs de milliards ou trilliards ou je sais pas combien, mais qu'on utilise ça pour forcer, par exemple, des pays africains à nous donner des ressources. Attends, je peux faire pause. Ok, ouais. Alors, il est très important, là tu as dit on, si on force. Il est important de bien définir qui est on. Parce que j'ai pas forcément dit que c'était des pays, tu vois. J'ai pas forcément dit ça. Ok, donc c'est des entreprises qui font ça. Alors, c'est là où c'est très intéressant, c'est que pour le moment, tout ça se passe de manière très occulte, mais tu peux très bien t'imaginer que, prenons par exemple une entreprise, là maintenant je rentre au présent, une entreprise comme Tencent, tu vois. Je sais pas si tu vois qui c'est Tencent. Non. Non, ok. En fait, c'est le Disney chinois, pour ainsi dire. Ils font des films, ils font des jeux vidéo, enfin, ils font des apps, ils font tout, tu vois. Bon, alors, clairement, on peut dire que c'est une entreprise qui est complètement libérée, mais derrière tout ça, il y a quand même le gouvernement chinois, quoi, tu vois. Alors, là où c'est très intéressant ici au niveau mondial, c'est que tu as des gens qui sont terriblement influents à la tête de multinationales qui vont, je sais pas moi, à des meetings comme par exemple Bilderberg, ils discutent de trucs et de stratégies, où ils discutent de choses qu'ils veulent, hein, de quoi ils veulent. On sait pas, je sais pas, donc je sais pas. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que souvent ce qui se passe, c'est que ces organismes créés, enfin qui financent et qui ont été créés par le monde occidental, ils s'alignent souvent avec le monde des entreprises, quitte à sacrifier les propres gouvernements et les finances de certains gouvernements. Donc c'est là où hypocrite, pas hypocrite, c'est là où moi je trouve que on se fait doublement, enfin tout le monde se fait avoir pour ainsi dire. C'est que quand quelqu'un comme le Premier ministre de Belgique dit moi je vais refinancer Fortis parce que voilà, crise financière, alors que ça allait plus ou moins bien, tu vois, je crois que leur quota c'était A++ après la crise financière, et donc ils ont jeté de l'argent là-dedans pour que Fortis soit refinancé aussi bien par le gouvernement belge, donc tu crées plus de dettes au niveau belge. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est BNP achète Fortis, pour ainsi dire. Et donc, ouais, c'est qu'en fait, on peut dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vendu une entreprise belge qui tournait bien à BNP et le gouvernement belge a aidé cette banque à le faire. Et l'excuse, c'était une crise. Donc, c'est là où on se fait doublement avoir. Je sais pas si tu vois la subtilité de ça. Ou pas? Je vois comment nous on se fait avoir. Je vois pas pourquoi la Belgique a fait ça. Exactement. C'est la même raison pourquoi est-ce que la Belgique va acheter des F-35 alors que tous les experts et tout sont plus ou moins d'accord que c'est des avions de merde et tout ça, qu'en fait on a fait alors qu'il y avait déjà des F-16 en Belgique, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je dis pas que j'ai la réponse. Je dis juste que moi j'ai une question. Okay. Voilà.
C'est ça le truc. Alors, alors, Ouais. si moi je commence à dire des réponses, là on rentre dans des théories du complot et tout ce que tu veux. Et allez, pour le moment, ne rentrons pas là-dedans. Seul truc que je dis, c'est que oui, il y a des trucs qui pour moi sont absolument pas logiques au niveau des intérêts, aussi bien des Belges oui, que de son économie et de ses citoyens et tout ça. Et pourtant, ces décisions se font prendre. Un autre exemple, peut-être un peu plus concret et plus actuel, c'est ce qui s'est passé avec Docs et un projet qu'ils sont en train de discuter pour un parc à côté de l'Atomium. En fait, il y a un parc et en fait, il est hyper vert. Tu vois, c'est un endroit hyper vert et c'est toute une plaine en fait. Et ils veulent faire un autre centre commercial à la Docs, à la City 2, là-bas en fait. Et donc c'est même chose. Et tu demandes aux gens de l'urbanisme, ouais, ça n'a pas de sens, il y a Docs, il y a City 2, etc., etc. Tu demandes aux gens de Bruxelles Environnement, mais putain, c'est un espace tout vert, il y a des lapins, il y a tout ça, etc. Ça n'a pas de sens de faire un là. Enfin voilà, donc ils ont demandé comme ça à tout un tas de gens de différents endroits, tiens, est-ce que c'est intéressant de faire un centre commercial là-bas? Il y a quand même tout un tas de gens qui ont dit non, de plein d'endroits différents. Pourtant, le projet, il est poussé et on y va, on crée un centre commercial. À un moment, il faut quand même se rendre compte que comment dire, que le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est allégeance, mais tu vois, on est dans un monde capitaliste, tu vois, capitalisme, c'est-à-dire l'argent est au centre, et donc oui, on est dans cette logique que trickle down economics, ça s'appelle la théorie, c'est que si tu finance plein de business et que ça tourne bien et que l'industrie tourne bien, trickle down, les bénéfices vont descendre parce que ça va créer des jobs, etc., etc. Sauf que ouais, pour moi c'est un peu du bullshit, Ça augmente juste hein. Mais l'écart. Ouais. et donc voilà, c'est qu'on en est carrément, enfin, il y a clairement un choix qui est, on est au service du business et apparemment parce que ça va faire survivre et ça va faire tourner les choses. Et il y a des gouvernements qui sont prêts à sacrifier leurs finances pour servir des intérêts privés, en fait, appelons comme c'est, servir certains intérêts privés parce que, soi-disant, ça aiderait la société à terme aussi. Alors, je dis pas, hein, Docs, ça a créé des jobs, il y a bien des gens là-bas qui vendent des trucs et tout ça. Le seul truc, c'est que oui, bon, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour justement faire tourner les choses? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus simples et des moyens plus intelligents de faire tout ça que juste, bah oui, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est un projet qui va être subsidié en plus aussi, tu vois. Donc c'est genre, donc tu subsidies un centre commercial donc ce sera privé. Et donc, enfin, tu vois, il y a plein de trucs où moi je suis là, mais wow, enfin, tu vois, subsidie-moi dans mes chroniques inutiles, quoi, tu vois. Mais en même temps, moi, je n'ai pas la qualité ni la patience de faire des demandes très compliquées de subsides. D'ailleurs, on pourra en parler, hein, demande de subsides, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon, donc tu vois, et c'est là où moi, en fait, moi j'ai envie de dire, il y a une théorie qui s'appelle le Mathéus Effect, enfin l'effet Mathéus, je crois, et ça parle un peu de ça, c'est que il y a plein de trucs qui existent pour que le commun des mortels puisse faire plein de trucs, tu vois. Et quand je dis plein de trucs qui existent, je veux dire par là que le gouvernement offre pour que le commun des mortels puisse lancer son propre business ou quoi que ce soit, etc., ou qu'il puisse aider. Le seul truc qui se passe, c'est que souvent, ces trucs qui existent, ils servent les gens qui sont informés, qui sont au courant et qui savent comment demander, comment faire pour que ça tourne. Et en fait, souvent, c'est qui? Ben, c'est des gens qui sont, qui peuvent se payer un avocat, qui peuvent se payer des comptables, qui peuvent se payer des gens experts pour régler tout ça, quoi. Et donc, souvent, et là, tu vois, c'est anti-complotiste ce que je dis, c'est que je dis, en fait, oui, il y a des trucs qui existent pour stimuler l'emploi, stimuler le business, etc., que tout le monde pourrait utiliser, hein, que le commun des mortels pourrait utiliser. C'est juste, est-ce que tout le monde est assez bien informé sur ce qui existe, oui ou non, au niveau européen, aussi bien au niveau européen qu'au niveau belge, qu'au niveau mondial, pourquoi pas? Est-ce que les gens sont informés de comment ils doivent s'y prendre, de comment est-ce qu'ils doivent lancer tout ça, et comment est-ce qu'ils doivent se montrer, comment est-ce qu'ils doivent parler de leur projet? Qu'est-ce qu'on observe? Bah oui, c'est les gens souvent qui sont déjà habitués à le faire, qui le font mieux. Donc c'est ceux-là qui en profitent. Et en fait, l'effet Mathéus, c'est exactement ça. C'est que si tu subsidies par exemple la culture parce que tu veux aider les pauvres à profiter plus de la culture, qu'est-ce qu'on remarque? C'est plutôt les classes moyennes qui vont du coup aller plus regarder la culture. Donc voilà, ça c'est assez intéressant l'effet Mathéus, c'est que c'est pas toujours la personne à qui que tu veux réellement aider qui est aidée par l'initiative qui est faite. Putain, je vais dans tous les sens, hein. Excuse-moi Julie, mais bon voilà.
Ouais, c'est bien. Non, mais en même temps, mes questions vont un peu dans tous les sens aussi, hein, donc ça va Non, être non, je dur à pourrais répondre écouter, plus mais c'est bon à simplement. discuter. Euh, euh, Les chroniques inutiles, ouais, je quoi. pense que l'effet Mathéus, justement, ça a été aussi invoqué en Angleterre quand ils ont commencé à mettre des prix pour l'éducation à l'université, par exemple. Donc, ils ont commencé à Hein. augmenter de plus en plus le prix pour accéder à l'UNIF. Et justement, ils disaient, bah oui, mais l'université gratuite, de toute façon, c'est utilisé par les classes moyennes. Les classes les plus pauvres n'y vont pas de toute façon, donc autant mettre un prix dessus, quoi. Et ils ont dit, bah Intéressant. justement, ils ont fait des études de démographie, donc qui allait à l'UNIF avant et qui est-ce qui allait à l'UNIF après, qu'ils ont commencé à mettre un prix dessus. Et bah, c'était les mêmes gens. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est intéressant. Ça, c'est le genre d'observations qui Ouais. sont assez intéressantes, qui sont hyper politiquement incorrectes. Parce qu'en gros, tu es en train de Mhm. dire, bah ouais, écoute, les pauvres, apparemment, ça leur intéresse pas une éducation. Non mais. Bah non, pas du tout. C'est aussi le fait que tu dois pouvoir ne pas travailler pendant 4 ans. Tu Ah vois, ouais, 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 ouais. si tu payes les gens pour aller à l'UNIF, alors là, ouais, tu auras beaucoup plus Non, d'intérêt. Mais intéressant. enfin, je veux dire, l'UNIF, de toute façon, c'est un truc de classe moyenne. Tu vois, c'est juste à 18 ans de pouvoir te dire non, non, moi je vais continuer à ne pas avoir de rentrée d'argent, bah, c'est un privilège déjà, quoi. Ensuite, enfin, je sais pas, comme moi j'avais dit, mais bah, alors est-ce que c'est un privilège de pouvoir habiter chez mes parents? Moi j'ai habité chez mes parents jusqu'à mes 29 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mhm. Oui, moi je travaillais en tant qu'étudiant parce qu'en Belgique il y a un système qui est travail d'étudiant où t'es pas taxé jusqu'à une certaine somme et jusqu'à un certain nombre de jours de travail et c'était Oui. bien assez pour ouais pour aller sortir, etc. Ensuite oui, si tu as vraiment besoin de travailler pour, je sais pas moi, nourrir tes parents ou quoi que ce soit, oui, en Mhm. effet des études supérieures ne c'est pas du tout une option et il y a des systèmes, par exemple en Belgique, oui, on est dans un pays socialiste, donc oui, il y a le CPAS qui peut aider et tout ça, et c'est super intéressant, c'est génial que ça existe. Est-ce qu'il y a des gens qui en profitent? Oui, il y en a peut-être, et enfin qui en profitent, c'est-à-dire qui font des formations pour, alors qu'ils vont jamais en faire quelque chose juste pour avoir les rentrées. Oui, j'en connais personnellement, hein, je veux dire au niveau de Mhm. mes potes. C'est marrant, je les appelle mes potes. Et en même temps, est-ce que dans mes potes, il y a des gens qui ont utilisé le CPS pour se faire des hautes écoles, enfin pour se faire des études et pour avoir un meilleur job? Bah oui, j'en ai aussi dans mes potes. Ouais, ouais, ouais. Et donc oui, c'est là où moi, par exemple, ce qu'ils font en Angleterre, je suis pas d'accord non plus, tu vois. C'est Ouais, que, moi aussi, parce que c'est voilà. facile de faire des études comme ça et puis en fait, de laisser tomber les gens qui en ont profité à fond. Enfin, qui est les gens de classe pauvre qui ont pu en profiter justement. Et justement, le fait qu'en Belgique, il y a des aides en plus, c'est ça qui fait que c'est tellement intéressant en fait d'avoir l'université gratuite. Bon, là, je pense qu'on va dans un une autre direction aussi. Ça fait partie de Je voulais l'économie que, aussi, hein, mais bon, mais vas-y, ouais, pose tes ouais, c'est questions. vrai. Je ne sais pas la Je voulais, direction que tu veux prendre, hein, mais vas-y. je vais revenir en arrière à la crise de maintenant. Et Yes. il y a un truc que tu as dit que j'ai trouvé intéressant, qui était que justement, tu penses que avec le confinement et tout ça, que les gens se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas tellement besoin de consommer et que peut-être qu'après, on va rentrer dans une économie un peu différente où les gens consomment moins. Est-ce que justement ça va pas causer l'économie à reprendre beaucoup plus lentement qu'elle ne le ferait si, C'est ou exactement bien ce est-ce que que je les gens disais vont de manière. consommer Ouais, différemment? vas-y. Bah, c'est exactement ce que je disais de manière implicite, c'est que si tu changes les comportements, bah, tu changes la consommation des gens et donc forcément des business qui avant, survivaient, bah, peut-être que maintenant ne survivront plus justement, Mm. parce qu'il y a moins de gens qui y vont. Et donc à ce niveau-là, bah, oui, concrètement oui. Alors ensuite à quoi est-ce que l'économie va ressembler? C'est très difficile à dire. Moi, je me souviens que j'étais avec une copine, je l'ai accompagnée dans un magasin où elle avait été ramener un bijou qui devait être réparé. Tu vois, c'était un bijou assez cher. Et en fait, ce qui s'est Mm. passé, c'est que le vendeur, il nous a amené. Donc, on était un des rares clients, hein, parce que c'était quand même en Covid. Et en fait, le gars, il nous a ramené comme ça, je crois, 2 ou 3 bouteilles de champagne. Et il disait, ouais, normalement, ça c'est pour les clients qui achètent, quoi. C'était pas exactement comme ça. Soit, en gros, il nous a amené ça. Il dit ouais, on en a trop en stock. Si vous voulez en prendre, il a plus ou moins dit ça. Si vous voulez en prendre, prenez-en. Et en même temps, le gars, il était en train de dire non, mais ça fait plaisir d'acheter, tu vois.
Et en fait, c'est très intéressant parce que justement, moi, ce qui se passe depuis le Covid pour moi et quand même pour... je crois qu'on a fait un sujet justement sur la mort avec une autre Julie. Ce serait trop marrant que vous vous rencontriez. Ce serait trop mindfuck. Et on parlait un peu de la mort et comment elle, justement, elle disait, mais ouais, en fait, moi, ça me fait tellement du bien de juste être chez moi et de prendre du temps pour moi et en fait, de prendre plaisir sur des choses simples, en fait. Et ça, c'est une opportunité concrètement que je crois le confinement a apporté, peut-être pas juste à moi, mais quand même à un tas de monde. Et moi, je vois pas tout de suite ces gens changer comme ça d'habitude, de manière radicale comme ça. Genre, ah ben oui, l'économie ne va pas bien. Tu sais quoi, maintenant tous les soirs, je vais aller boire un verre dans un bar. Enfin, tu vois, genre, il y a un truc un peu où je trouve qu'à ce niveau-là, c'est logique que nos comportements ont changé. Et je ne sais pas exactement à quel point ils ont changé et quel est l'impact à terme ça aura une fois que le Covid sera parti, quoi. C'est très difficile à prévoir. Moi, je peux te dire un truc, des gens comme Google ou des gens comme Facebook qui, eux, ont plein de données big data et qui voient exactement quel est le comportement des gens par rapport à l'évolution, quels sont leurs likes, etc. Oui, eux, ils peuvent te dire. Moi, je t'avoue, moi, je peux que parler au niveau personnel. Et c'est que, oui, au niveau personnel, je me rends compte que, bah oui, je vais moins boire des verres. Enfin, pour ne pas dire plus du tout, est-ce que du coup je consomme beaucoup plus de films et tout ça? Oui et non. Ce que je remarque, c'est que je lis beaucoup plus, en fait. Je lis beaucoup plus qu'avant. Donc du coup, oui, peut-être qu'il y aura un changement à ce niveau-là. Oui, moi je fais tout beaucoup plus digital, mais en même temps, moi j'étais un cas spécial aussi parce que les seules raisons pour lesquelles je sortais, c'était pour des raisons artistiques, des répètes ou quoi, ou des trucs comme ça. Mais sinon, du shopping, moi, je fais le minimum. Et même maintenant, pour Black Friday, j'étais là, tiens, et si je m'achetais quelque chose? Et puis, je suis là, je suis en train de réfléchir. Ah ben non, en fait, j'ai tout ce que j'ai besoin. J'adore ma vie. Enfin, voilà. Parce que j'ai pas besoin de choses, tu vois. Et c'est ça que, Mm. bon, là, on est complètement hors dehors de l'économie, excuse-moi. Mais je veux dire, et c'est ça le truc que j'ai l'impression aussi et que j'observe peut-être dans une petite partie de gens autour de moi. Peut-être que les gens autour de moi sont comme moi et que du coup, on fonctionne comme ça. Mais c'est que justement, ok, tu as besoin de moins, tu te connectes à des besoins, pour ainsi dire, réels et plus profonds, donc c'est-à-dire pas des besoins extérieurs, parce que tu vois, tu vas boire une bière dans un bar, est-ce que c'est vraiment la bière qui t'aime bien ou est-ce que c'est rencontrer tes potes? Et peut-être que rencontrer tes potes, ça peut se faire comme on le fait maintenant, tu vois, en mode Zoom, et que peut-être que t'as pas besoin du bar, peut-être que t'as pas besoin, enfin voilà, c'est des choses beaucoup plus simples. Et à ce niveau-là, oui, quand moi j'étais en Inde ou quand j'étais en Afrique, bah oui, les gens ils vivent comme ça, quoi, ils ont pas besoin de consommer, tu vois. C'est en fait à partir du, enfin, je sais plus exactement de quel livre j'ai lu ça, mais ça c'est un truc qui m'a vraiment fait une bombe atomique dans mon cerveau. C'est dans le livre il y avait écrit, en fait fondamentalement les seules choses que tu as besoin c'est manger et boire. Le reste c'est des nice to have. Moi j'étais là, wow. Alors oui, on pourrait argumenter que oui, avoir un toit au-dessus de ta tête pour qu'il n'y ait pas de pluie, que du coup t'es pas froid, etc., etc. Ok, oui, ça on peut dire qu'au niveau santé, t'as peut-être besoin aussi. Mais ensuite, oui, le reste c'est du nice to have. Je veux dire, est-ce que fondamentalement, est-ce que moi j'ai besoin de faire les chroniques inutiles? Non, je pourrais simplement aller dans la rue, rencontrer des gens et leur parler, quoi, tu vois? Et Mm. dans des sociétés où justement on est moins technologiquement avancé, ce genre des trucs existe encore, tu vois? En Inde, bon, c'était ça, tu vois? Mes potes, c'était des gens que je rencontrais, à qui je disais bonjour, et qui me guidaient au fur et à mesure. Et en Afrique, c'était plus ou moins la même chose, quoi. Et ouais, et donc si je peux dire une opportunité intéressante, c'est que j'ai l'impression que ce Covid pourra nous ramener à des valeurs et une manière de vivre plus simple. Et qu'en fait, justement, cette espèce de crise économique qu'on vit en ce moment ira en fait de pair avec des changements de comportement qui feront que, bah, ouais, on aura besoin de moins. Mais c'est très dur à prévoir parce qu'en même temps aussi avec ce confinement et tout ça, le taux de divorce a augmenté. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin, tu vois, le taux de Allez, dépression les a gros. augmenté aussi. Enfin, tous ces chiffres, enfin, ça révèle aussi quelque chose. Moi, Ouais. personnellement, Je allez, pense qu'on pour a dire François, ouais, vas-y, si tu veux, interromps-moi hein, quand tu veux. Hein. Vas-y. Non, je suis juste pas d'accord qu'on a. Je pense qu'on a d'office besoin d'interaction avec les gens. Je pense pas qu'on va tous aller en virtuel et faire des trucs comme maintenant, toi et moi, à discuter de chez nous, quoi. À mon avis, il va y avoir quand on peut, quand les bars seront ouverts et qu'on en aura fini avec ce Covid, ça va être la fête pendant quelques années, à mon avis, quand même. Ouais, je sais pas. Bah, c'est une question à se Mais bon, poser. Hein. c'est pas une Ouais, vas-y. consommation de choses, ça. Tu vois, c'est une consommation d'expérience.
Ah ouais, clairement. Ben voilà. Mais et justement, à ce niveau-là, et là où je voulais arriver, et j'ai peut-être pas été clair dans ma manière de le communiquer, c'est que quand tu consommes une certaine expérience, est-ce que tu as vraiment besoin de certaines choses pour avoir l'expérience? Genre toi et moi, on peut se voir, est-ce qu'on a besoin de la bière ou est-ce que finalement on veut juste se voir et passer un bon moment ensemble? Est-ce que la bière est un accessoire finalement pour ce bon moment qu'on passe ensemble ou est-ce qu'elle sert à quelque chose? Et à ce niveau-là, oui, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, je me trompe peut-être, mais que oui, il y a peut-être des choses, qui seront remises en question, oui ou non, quoi. Enfin voilà, moi j'ai quand même entendu de certaines copines des commentaires du style: «Je me rends compte qu'en fait, le shopping ne me manque plus», quoi. Et ça, c'est quand même Mmh. intéressant, tu vois? Donc une espèce de routine qui était quand même là de: «Ah bah tiens, j'ai envie de me», enfin, pardon, hein, excusez-moi les femmes, je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais je me crée mon identité par les habits que j'achète et donc je mets enfin, et donc je deviens une personne par rapport à ce que je mets, et cetera, et comment je me sens par rapport à ce que je mets, que certaines personnes, que je connaisse me disent: «Ah bah ouais, en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin de ça et qu'en fait, j'apprends à me connaître différemment que par ces habitudes-là, en fait». Et donc ça veut pas dire que justement que les bars vont arrêter ou quoi que ce soit. C'est juste que notre relation à tout ça, va changer parce que nos comportements ont changé. Et ouais, moi je peux pas prédire, est-ce qu'on va complètement revenir à ce qu'on était avant? Est-ce que comme tu dis, on va aller vers une méga fête? Ou est-ce que peut-être que cette méga fête, elle sera pendant un mois et puis c'est genre: «Oh, je préférais quand même quand je buvais moins d'alcool en confinement». Tu vois? Je ne sais pas, c'est difficile à prévoir. Et ouais, moi j'ai vraiment envie de dire oui, les gars qui ont l'info, c'est des gars comme Google qui analysent tous nos comportements, via toutes les données qu'on leur donne, quoi. Donc bon, Ouais, ce serait cool si c'était open je source, suppose qu'on verra. toutes ces données. Ouais. Faut voir où eux, ils mettent leur argent et puis on saura. C'est ça, ouais. Mmh. Ouais, Ouais et c'est une qui serait facile à répondre. Ouvert, hem, pas parce que les cas de Covid ont baissé, mais parce qu'économiquement, ils pouvaient plus. Pourquoi est-ce qu'ils pouvaient plus rester comment est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient au bord? Ça se voit à quoi ça? alors, il faut comment est-ce que je réponds à cette question? Parce que j'ai l'impression que la question que tu me poses, c'est est-ce qu'il y a des espèces de KPI, KPI? Est-ce qu'il y a des espèces d'indicateurs, des indices ou quoi économiques qu'on peut suivre et qui vont indiquer que: «Ah maintenant, si on on Ouais. n'ouvre plus, notre pays va cracher». Hem, alors, c'est là Par aussi où c'est exemple, genre très les intéressant. taux d'intérêt ou les trucs comme ça? Je sais qu'on m'a parlé de taux d'intérêt négatifs et qu'il faut pas que les taux d'intérêt soient négatifs. OK, je Mais je sais pas reviendrai si après à c'est ça. OK, d'accord, Mais ça je a rien à reviendrai voir. après à ça. Non, 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 c'est justement, en fait, ma réponse générale, ce serait ça. Il y a plein de facteurs. OK, Plein de facteurs. Taux négatif, c'est un parmi plein d'autres facteurs. Tu vois? OK. Ce que moi aussi je remarque, alors et c'est là où on entre dans un autre phénomène, qui sera un gros défi pour moi pour le 21e siècle, c'est la relation à l'information. Pourquoi je dis la relation à l'information? C'est que, bon, les gilets jaunes, ils sont toujours occupés, ils font toujours leurs manifs, là, les week-ends, je sais pas si tu es au courant. On les voit plus Non, dans les je savais nouvelles, mais ils pas. sont toujours là. Je veux dire, il y a quand même plein de manifs anti-Covid partout. T'as plein de gens qui remettent, les mesures en question. T'as même l'OMS qui est sorti et qui a dit: «Ouais, mais en fait, nous, on n'est pas pour le confinement». OK, ça, c'est marrant. Donc, tu as quand même une grande dissatisfaction, dans plein de gens et j'ai l'impression que ces gens se plaignent. Quand on parle de dissatisfaction du monde du business, moi, je m'imagine que le monde du business, c'est quand même des gens assez organisés qui savent comment ils doivent communiquer, qui savent qui ils doivent déranger et qui savent comment ils doivent le faire. Moi, j'ai l'impression que beaucoup plus ça que des indicateurs comme taux d'intérêt négatif a été à la cause que, certains pays réouvrent. Alors, c'est ça qui, enfin, voilà, donc moi, j'ai l'impression que c'est plus une question de pression de lobby, que de lobby économique, encore une fois, qui a vraiment, poussé ça, quoi. Parce que oui, voilà, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est ça, qu'autre chose.
Mais je me trompe, peut-être. Puis aussi, je veux dire, t'as plein de manifs partout, de gens qui sont contre. Enfin, je veux dire, Trump, hein, pourquoi est-ce qu'il dit, ouais, moi je mets pas mon masque et tout ça? C'est parce que, enfin, le gars, il regarde les tendances. Enfin, il a une équipe marketing qui regarde toutes les tendances au niveau Facebook et tout ce que tu veux. Et il se rend compte que, ah, ok, ma démographique, ou en tout cas mes fans, eux, ils sont complètement contre. Et ils répètent exactement ce que les gens disent sur Facebook. En fait, l'équipe Trump est hyper organisée. Hein, je veux dire, c'est ça le truc où la plupart des gens ne se rendent pas forcément compte. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est que ouais, il y a des gens pas contents et qui le font savoir, mais on le voit pas forcément dans les nouvelles et on le voit pas forcément dans le fil Facebook. Moi, je vais donner ma méthode de tirer de l'information. Je suis abonné à Russia TV. Je suis abonné à CNTV, je crois, c'est NTV, donc ça c'est la télévision chinoise. Je suis abonné à Al Jazeera. Je suis abonné à plusieurs chaînes africaines et d'Amérique du Sud, ainsi que des trucs américains. Et quand tu les vois parler du même sujet, c'est complètement autre chose. Alors, les mêmes sujets, ils racontent complètement des différents trucs. Quand les Russes ils parlent d'Arménie, tu vois, ils disent des choses complètement différentes que les Chinois quand ils parlent de la situation en Arménie, que nous quand on parle. Alors, est-ce que nous on a parlé de la situation d'Arménie, enfin tu vois, enfin voilà. Pourquoi je dis ça, c'est que il faut justement, et c'est pour ça que je parlais du défi le plus du 21e siècle, c'est que notre relation à l'information va complètement changer. Au 20e siècle, tu avais des autorités de l'information qui disaient la vérité. Maintenant, il est beaucoup plus facile de se rendre compte que on peut pas forcément faire confiance aux gens qui partagent des nouvelles. Et que voilà, je veux dire, Russia TV par exemple, le seul truc qu'ils font tout le long, mais tout le temps, c'est se plaindre et montrer comment les États-Unis ne marchent pas. Je sais pas si tu as été regarder un peu leurs vidéos sur YouTube, mais c'est que ça. Enfin, moi, en tout cas, à chaque fois sur YouTube, je suis là, je vois ça, et je me dis, bordel, ils font que ça, quoi. Et ils font que critiquer. Et donc, c'est marrant parce que moi, j'apprends plein de trucs sur comment Biden, il est pas si propre que ça non plus. Hein, parce que ça, il faut quand même le dire. Hein, il y a quand même quelques cadavres derrière lui. Enfin, cadavres. C'est un gros mot, tu vois, mais voilà, il n'a pas été très clean non plus. Voilà, c'est intéressant, mais tu vois, tu vas jamais voir ça dans les nouvelles américaines parce que eux, ils sont en mode anti-Trump. Et donc, en effet, voir Russian TV qui parle de ça. Et en même temps, si tu regardes les nouvelles américaines, ils vont dire des sales trucs sur Trump, tout comme nous, on se dit, oh, mais les Iraniens, c'est quand même des connards, blablabla, et blablabla, tout comme les Iraniens disent la même chose sur nous, etc. Oh, mais non de jeu, c'est une fête complète. Et avec l'Internet, on peut voir tout ça. Donc, s'il vous plaît, si vous entendez net neutralité, il faut le garder la neutralité du net. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, c'est ça. C'est ça que je veux dire, c'est que les pays qui réouvrent, à mon avis, ils ont des pressions, des pressions à ce niveau-là. Et donc voilà, quand tout le monde. Ils donnent l'information, genre non. Genre si on reste fermé encore une semaine de plus, c'est fini, l'économie va mourir. Ouais. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est des lobbies qui les ont forcés à rouvrir, quoi. À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Okay. Je dis bien, est-ce que moi je suis dans ces gouvernements? Non. Mais je veux dire, tu connais Spin City? La série Spin City? Non? Non, j'ai jamais vu. Ah non. Bon, c'est pas grave. L'autre là avec Kevin Spacey, là, comment elle s'appelle cette série où il a été viré? Ouais, House of Cards. Ouais. Ça, je voilà. connais. Ce sont des voilà, ça ce sont des séries qui montrent quand même assez factuellement, enfin peut-être pas factuellement, mais qui montrent quand même le fonctionnement. Je dis pas de tous les politiciens, mais en tout cas de comment la politique peut fonctionner. Je veux dire, enfin moi j'ai lu Le Prince de Machiavelli. Une fois que je l'ai lu, moi j'avais plus besoin d'explications de comment fonctionne la politique. Je pigeais ce que c'est. En fait, c'est très simple à expliquer. Ce qu'essaye de faire un politicien, c'est de convaincre les gens que il se bat pour toi, tu vois, et que il peut le convaincre de plein de façons en faisant des bonnes actions, mais en détruisant l'adversaire aussi, en disant que j'ai voulu faire le bien, mais à cause de ces connards de l'autre côté, je n'ai pas pu le faire, etc. C'est spinner, tu vois, c'est comment tourner la réalité pour lui donner une certaine vision et une certaine interprétation pour que ensuite, toi, tu aies l'air le bon gars, quoi. Et donc oui, moi j'ai l'impression que c'est ça. Tu vois, je veux dire qu'il y a de la pression derrière et qu'ensuite ils disent ouais, l'économie va cracher parce que c'est pas un mensonge. Tu vois, c'est ça qui est fort.
C'est que s'il reçoit des pressions, Premier ministre reçoit des pressions du monde du business, de gens qui disent ah bah ouais, nous on va pas fonctionner, réouvre parce que sinon on va mourir, etc. En fait, fondamentalement, ils disent ce qu'eux ils ont dit. Sauf que quand il dit pas l'info, ouais, ben on m'a mis la pression. Enfin, tu vois, il y a une autre interprétation qui se fait quand tu vois, tu ajoutes le petit détail que moi j'ajoute. Alors, est-ce que ce détail est vrai ou pas vrai? Je ne sais pas. Il faudrait aller voir pays par pays, etc. Là, il faudrait entrer dans le concret. Là, je suis en mode très high level et en mode intuitif. Et donc, oui, est-ce que c'est vrai? Non, ça dépend. Il faudrait voir tel pays. Il faudrait aller voir dans le détail et tout ça. Et là, maintenant, là, je peux pas te dire. Concrètement, oui, c'est le cas pour tous, etc. C'est juste que mon intuition me dit, oui, pourquoi est-ce qu'ils réouvrent? C'est plutôt parce qu'ils ont reçu pression, ils ont su des pressions, et voilà. Mais par contre, du coup, est-ce que ça existe un point de basculement où si on reste fermé plus longtemps que ça, ce sera exponentiellement plus difficile de se sortir de la crise? C'est une question. Alors là, moi, je sais pas comment tu poses la question et dans quelle intention. Est-ce que du coup, tu poses la question en termes de temps? Moi, je ne vois pas forcément la question en termes de temps. Je vois plutôt la question en termes de, comment dire, en termes de logistique. Voilà, je vais utiliser le mot logistique. Supposons que la crise est tellement longue que il y ait plus d'électricité, par exemple. Wow! Parce que les entreprises qui normalement font de l'électricité, tu vois, n'ont plus leur financement, ou les gens ne savent plus payer l'électricité, donc on ne sait plus financer l'électricité, ou ils reçoivent pas le plutonium qu'ils ont besoin pour leur centrale nucléaire parce que l'entreprise qui normalement prend le plutonium de pays A et l'amène à pays B, PIB, PIB, et l'amène à pays B, ou l'amène à endroit numéro B, là où il faut le plutonium pour la centrale nucléaire, hein, cette entreprise fait faillite, il n'y a pas le plutonium, il n'y a pas d'électricité dans ce pays. Qu'est-ce que ça veut dire pour le pays? Ça veut dire que ben t'as plus internet, t'as plus ceci, t'as plus cela. Enfin, on est dans ravage, quoi. Enfin, tu vois, ravage de. J'oublie tout le temps son nom. Enfin, Barjavel. Enfin, je veux dire, voilà, on entre dans ce genre de truc-là où, ah, ok. Enfin, je veux dire, imagine-toi une situation sans électricité. Ça, pour moi, ce serait un point de non-retour où en revenir serait très, 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 très compliqué. Et donc, moi, je le vois plutôt de manière opérationnelle. Si on arrive à des moments où, au niveau logistique, les choses ne tournent plus, ouais, là, ça devient très dangereux. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on y est. Donc, typiquement, il n'y a plus de pétrole, les avions ne volent plus, pour tout ce qui est cargo et tout ça, que les bateaux ne tournent plus, et que donc, du coup, moi j'ai le vaccin, mais je peux pas l'envoyer dans tel ou tel pays. Tu vois, donc c'est plus au niveau logistique. Si on arrive à un moment où au niveau logistique, des trucs basiques de base ne sont pas remplis, là, ça deviendra super dur d'en revenir, selon moi. Donc voilà. Mais ensuite, j'ai pas du tout regardé les nouvelles, hein. C'est juste une intuition, c'est une réponse au feeling, mais voilà. Ouais, mais ce que tu décris, c'est assez extrême, quoi. Donc, je pense qu'il y a aucun pays qui n'est là vraiment en ce moment. Ouais. Bah, encore une fois, si maintenant on arrive dans une situation où, oui, allez, allons-y. Les banques font faillite. Colruyt a besoin d'un emprunt pour faire tourner son bazar et payer ses employés. Les employés sont pas payés, ils arrêtent de travailler pour Colruyt. Ben voilà, il y a plus de bouffe chez Colruyt. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais en effet, on en est loin. Et puis l'avantage aussi de ce système de dette illimitée, c'est que justement, ça permet justement de. Et donc là, on revient à ce que tu disais là tout de suite du taux négatif. C'est que tu peux imprimer de la monnaie ou tu peux créer des zéros et des 1 et créer de l'argent en plus facilement maintenant dans des systèmes informatiques et tout ça. Et donc, pour relancer. Et donc là, on revient au taux négatif. Si tu mets tellement d'argent dans l'économie que la banque, en fait, elle te supplie tellement, hein, offre et demande, qu'elle te demande de prendre son argent, hein, pour qu'elle soit plus ou moins afloat, en gros, oui, on arrive à des taux négatifs, quoi, tu vois. Donc le taux, il augmente quand l'argent, parce qu'en fait c'est ça, le taux de l'argent c'est quoi? S'il n'y a pas assez d'argent, le taux augmente, c'est-à-dire que l'argent a plus de valeur.
Mais si l'argent descend en valeur parce que tu mets trop d'argent sur le marché de l'argent, etc., donc ça baisse en valeur et donc oui, le taux aussi va baisser, donc tu arrives dans des taux négatifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, attention, il y a bientôt une méga inflation. Ça veut dire que bientôt, le prix de ton pain, il va coûter 10 euros, ou 100 euros, ou 200 euros. Enfin voilà, ça on a déjà observé dans l'histoire, et pas juste l'histoire récente, hein, on a observé ça aussi Mhm. même au Moyen Âge où tu avais des rois qui du coup y mettaient un peu de plomb dans leur or, et comme en fait, euh, même si artificiellement ils avaient plus d'or dans une certaine économie ou dans un certain village, ben quand même le prix du village augmentait, quoi, parce que le roi il avait pas forcément assez d'or dans ses finances. Putain, je sais pas si je suis clair. Tu me dis, hein, c'est. Ouais, mais ça me paraît justement quelque chose où ce serait difficile de s'en sortir. Là, ce sera vraiment une sale crise si ça arrive. Ça c'est ouais, ça c'est du logistique aussi, parce que en gros ça veut dire Mhm. que, et encore une fois c'est de la sociologie, hein, parce que là je vais te montrer la magie de l'argent. En gros, pourquoi est-ce que une monnaie a de la valeur? C'est parce qu'on croit qu'elle a de la valeur. Il Mhm. fut un temps où, tu vois, une monnaie, elle avait sa valeur parce qu'elle était rare. On trouve pas facilement de l'or à gauche, à droite, tu vois. Donc, il y a peu d'or, du coup, si ça a de la valeur de se le partager et d'utiliser ce petit outil pour, ouais, pour se faire des échanges. Et vu que c'est facilement fondable, etc., et puis c'est plus ou moins le même poids, on peut le laver, et puis tu peux utiliser l'argent et le cuivre et tout ça pour faire tout ce qui est transaction et faciliter tout ce qui est échanges. En gros, si maintenant, cette espèce de monnaie, ce truc auquel on croit, qui est limité en termes de ressources, ne l'est pas, en fait, parce qu'elle dépend purement et simplement de 0 ou de 1 dans des systèmes informatiques, tu vois, parce que maintenant c'est le cas, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, Mhm. hein, soyons clairs, tous les banquiers et beaucoup de pays du monde veulent tous partir en mode digital. We have to go digital, on veut plus imprimer des billets, on veut plus faire des pièces, ça coûte trop cher de faire des pièces quand même, etc., etc. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, eux, ils peuvent faire ou enlever de la monnaie à l'infini. Et donc, en fait, cette monnaie, la valeur qu'avait la monnaie de par sa rareté n'existe plus dans le monde actuel. Donc, en fait, la seule valeur qu'elle a, c'est parce qu'on croit qu'elle est là. Pourquoi est-ce que certains pays, ou enfin, pourquoi est-ce que certaines monnaies descendent ou certaines montent? C'est parce qu'il y a des traders qui se disent ah mais non, ça va pas bien dans ce pays, je veux pas de cette monnaie, vends, et bah du coup ça fait descendre, etc., etc. Donc la valeur, elle est purement dans dans nos interactions en tant qu'humains, en fait, la valeur d'une monnaie, tu vois. Et donc ouais, qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? Ben oui, et donc qu'est-ce qu'on remarque, c'est que depuis plus ou moins la crise financière, la valeur de l'or ne fait qu'augmenter. Ça, c'est parce qu'en temps de crise, tout le monde retourne vers les monnaies dures et les trucs durs, comme l'or, le diamant, etc. Et ouais, ces valeurs ne font qu'augmenter depuis 2007-2008. Donc voilà. Je sais pas si j'ai oublié ta question. Je sais pas si ça répond à ta question. Et pardon, je suis parti en nawak. Euh, si on rentre dans un système d'inflation comme ça, est-ce que justement ça, ce serait pas le point de basculement d'une crise? Ah, ok, pardon, non, je vais répondre à la question. Par contre, ce qu'on observe justement, et là c'est génial, les humains sont créatifs, c'est que direct ce qui se passe, c'est qu'en gros ce qui va se passer, c'est qu'il y a des économies alternatives, enfin des monnaies alternatives qui vont se faire. Pour donner un exemple, pendant une crise monétaire en Russie, parce qu'ils imprimaient des roubles et tout ça, il y avait, enfin c'était une certaine banque en particulier dans une certaine région qui faisait qu'imprimer des roubles pour payer ses employés et tout ça. En gros, le rouble ne valait plus rien du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que de toute façon le rouble ne valait rien du tout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à utiliser comme monnaie la cigarette. Et donc, qu'est-ce qu'on observait? C'est que tout le fonctionnement monétaire comme il fonctionne actuellement fonctionnait de la même façon, sauf que c'était avec des cigarettes. Donc, tu avais des gens qui accumulaient des cigarettes, tu avais des gens qui faisaient des emprunts de cigarettes, et donc des gens qui ne fumaient pas, bah, ils avaient intérêt à avoir des cigarettes parce que, bah, je sais pas, tu avais 2 cigarettes, tu peux t'acheter un bout de pain avec 2 cigarettes, quoi, tu vois. Donc, le truc qui est très important de se rendre compte, c'est que la monnaie ou l'argent, c'est pas quelque chose qui dépend, c'est purement une invention humaine, pour ainsi dire, et c'est quelque chose qui existe pour faciliter nos interactions et nos échanges entre nous, en fait.
Mais en même temps, ça pourrait être basé sur n'importe quoi. Et je veux dire, il y a eu des pays où c'était basé sur le sel, tu vois, ou dans les mêmes types de situations où ils ont commencé à faire des échanges sur base de sel. Donc ouais, où tu pesais le sel, ah bah ok, bah voilà, bah ok, voici une chèvre, et toi tu me donnes 2 vaches, et voici 1 kilo de sel pour faire la différence, quoi, tu vois, et que l'économie se faisait sur le sel, tu vois. Donc ce sera pas une situation complètement terrible ou complètement foutue. Là où moi je vois quand même un gros risque, c'est que quand tu centralises quelque chose et que le truc central crache, tout ce qui dépendait de ce truc centralisé crache. Et donc, si l'euro devrait cracher, c'est toute la zone euro qui crache. Donc à ce niveau-là, ouais, donc voilà, c'est juste ça que j'ai envie de dire. Et soyons clairs, tous ceux qui vivent de manière alternative, donc c'est-à-dire tous les pays du tiers-monde, les gens qui vivent dans des communes qui font leur propre bouffe et qui vivent en autarcie ou quoi que ce soit, eux, ils vont pas être touchés, quoi, tu vois. C'est plutôt les gens qui vivent dans les villes, les gens qui sont dépendants des systèmes et tout ça, ouais, c'est eux qui vont vachement souffrir. Mais ensuite, voilà, mais ensuite ça va se reconstruire vite fait, mais sur d'autres bases, sur d'autres manettes, sur d'autres. Enfin voilà, il faut pas sous-estimer la créativité humaine, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ok. On est arrivé à la fin de mes questions, là, je pense. Merci de m'avoir accordé cette attention parce que c'est des trucs qui me dérangeaient depuis un moment et que je me disais, mais je comprends rien, j'ai vraiment besoin qu'on m'en parle. Donc, ça met un peu les idées en place, là, quoi. Je vais devoir réécouter probablement quand tu publies le podcast. Ah, mais non, t'as des questions ou des trucs maintenant ou quoi? Parce que c'est ça le truc. Qu'est-ce que tu crois que t'as mieux compris ou que t'as pas compris ou mieux parce que sinon on peut clôturer maintenant, mais en effet, je sais pas s'il y a d'autres trucs ou quoi, ou d'autres machins que tu voudrais en parler plus. C'est vrai que moi je fais mon truc et je parle de tout ça, mais en même temps j'offre pas des choses concrètes, hein. Moi je parle d'intuition et de raisonnement, donc ouais, je suis un peu désolé. Ouais, mais t'as quand même un peu plus un background où tu comprends. En tout cas, tu comprends mieux que moi. T'as pas passé un test d'économie en répondant au hasard. alors là, je l'ai fait quelques fois quand même à l'UNIF et j'ai réussi aussi. Comme quoi. Comme quoi, bah oui. Non, ouais, non, mais en fait, ouais, j'avais une petite liste de questions. J'avais pas très bien préparé, mais j'avais une petite liste de questions et des trucs qui me dérangeaient. Mais c'est tous ces trucs-là. Qu'est-ce que ça veut dire la crise au final? C'est quoi le basculement? À quel moment est-ce qu'on pourra plus s'en remettre? Qu'est-ce qui fait que des investissements ont de la valeur ou qu'ils n'en ont pas? C'est des trucs où. Ouais. Le truc avec ça, c'est que. Oh, comment expliquer? Parce que là, pour le coup, j'ai envie de dire quelque chose, hein, mais je sais pas comment, par quelle porte je dois entrer. Mais je l'ai dit, hein, en parlant de mon défi là, du 21e siècle, c'est qu'il faut faire très attention aux informations et qui les dit et pourquoi une certaine personne les dit. Je donne un exemple. Il y a un gars, il s'appelle. Je vais pas dire son nom. Je vais pas dire son nom parce que c'est un peu chmette de critiquer comme ça quelqu'un. Mais il y a un gars qui travaille pour une banque qui est très. Mais alors à fond. Non, je vais dire ce que la banque fait. Ce que la banque fait, elle est spécialisée dans tout ce qui est ce que j'ai dit là tout de suite. Donc de l'or, diamants et tout ça. Et en fait, tous leurs investissements est là-dedans. Lui, c'est le CEO de cette banque. Tu vois. Ce gars-là, il passe à chaque émission où il passe, il est complotiste et c'est genre le monde va cracher. Et en fait, c'est marrant parce que même avant la crise financière, il était déjà le monde va cracher, blablabla. Et le monde va cracher, tout va mal, ces politiciens ne savent rien faire, le monde va mal. Voilà. Pourquoi est-ce que ce gars se dit ça? C'est parce que quelque part, de par son poste, il le fait. Parce que lui, il sait que si les gens croient qu'il y a une crise, la valeur de tout ce qui est pierres précieuses, etc., et or et tout ça, et métaux précieux augmente. Le truc dans lequel lui, il est spécialisé et dans lequel sa boîte a des investissements. Donc lui, dans l'intérêt de sa boîte, il dit qu'il y a une crise et il dit que tout va cracher tout le temps, même quand il n'y a pas de raison de le faire.
tu vois où je veux venir? Donc il faut faire très attention aux experts, il faut faire très attention aux journaux, à l'actualité. C'est que qui parle, pour quels sont les intérêts. C'est ça le truc que moi maintenant, quand j'écoute l'actualité ou que j'écoute la politique, c'est vraiment la seule, c'est les deux seules questions que moi je me pose tout le temps, c'est qui est-ce que cette personne représente et quels sont les intérêts de l'organisation derrière. Et quand on se pose concrètement ces deux questions, et j'ai vraiment envie de peut-être de conclure sur ce conseil, enfin si tu es d'accord de conclure là-dessus bien sûr, c'est posez-vous toujours ce genre de questions et vous allez voir que tout devient extrêmement clair par rapport à leur comportement, par rapport à ce qu'ils lisent et par rapport à leurs actions aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est voilà. Et oui, et aussi une troisième question qui est liée aux deux d'avant, donc c'est dans un donc cette personne qui représente telle organisation veut que moi je pense ça sur tel sujet, tu vois. Donc cette personne-là veut que je pense telle chose sur tel sujet. Et pourquoi est-ce que c'est important pour cette personne que je pense telle chose sur tel sujet, quoi. Et oui, et là tout à coup ça a du sens d'écouter d'abord les Russes, d'écouter les Chinois, d'écouter les Africains, d'écouter. Et oui, ils disent des trucs complètement différents en fait. Et je crois que c'est important pour développer l'esprit critique de toujours faire attention à ça, quoi. Voilà. Enfin, il y a aussi une question de culture aussi dans ce qui est donné dans les nouvelles. Ah, tu peux creuser? Ça m'intéresse. On va rentrer dans des sujets, elle a rien à voir maintenant. Bah, on peut, Mais on peut, ouais, on peut. bah, après avoir vécu dans différents endroits, il y a aussi, enfin, il y a une question dans les nouvelles que tu vois à la télé, il y a une question de qu'est-ce qu'on veut te faire croire. Il y a aussi une question de culture, c'est-à-dire en quoi est-ce que les gens vont être intéressés. Et différents pays vont avoir différents intérêts. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence par exemple, des porte-paroles ou bien des médias ou quoi que ce soit sur les gens, mais il y a aussi une influence des gens sur les médias. Tu regardes les nouvelles aux États-Unis, c'est beaucoup plus américain, Hollywood, des trucs comme ça. C'est tout dans ta gueule, et tout est impressionnant, Ouais. incroyable, et tout était là, mais Micro-violon et tout. et tu viens ici, là, les nouvelles sont beaucoup plus pistes, tu vois, c'est beaucoup plus, enfin, je sais pas. Et je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même envie d'ajouter le petit fait, le petit truc en plus qui est le truc fondamental. Il y a ça ne dévalide ou n'invalide pas ce que je dis, tu vois. C'est que fondamentalement, les porte-paroles, même le politicien, plus ou moins tout le monde qui parle, et c'est pas forcément négatif, hein, veut te convaincre de son histoire parce qu'il représente un certain intérêt. Je veux dire, Gandhi, lui, il voulait qu'on le croie parce qu'il voulait la paix, il voulait libérer son pays. Ça n'enlève rien au fait que le gars, il était peace, enfin, il a quand même fait des trucs un peu bizarres par moment, mais soit. Bon, même chose pour Mandela, oui, il a été un peu violent dans sa jeunesse, il a été mis en prison pour ça. Et oui, clairement, lui, il disait des trucs en mode, ok, soyons peace, etc., parce qu'il voulait un pays peace. Oui, il fait aussi de la manipulation parce qu'il a une certaine vision et il veut la mettre. Oui, il fait aussi de la manipulation. Alors oui, elle est peut-être bien. Et ce que moi je dis, c'est que tout le monde le fait. C'est juste ce que moi j'ai envie de dire. Et alors, pardon, et pour répondre à ton commentaire, parce que je me rends compte que je l'ai pas fait. Et oui, en effet, ça peut prendre plein de formes différentes, tu vois. En effet, oui, c'est peut-être plus show là-bas, mais il n'enlève pas que un politicien de X parti, quand il vient ici à la télé, il est peut-être moins show et moins à l'américaine que le politicien américain, mais fondamentalement, il fait la même chose. Il veut montrer que son parti est cool et que le parti adverse ne l'est pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et ouais, donc oui, les porte-paroles, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et est-ce qu'il y a un de ces porte-paroles comme ça qui te parle? Moi, je fais toujours confiance aux fous, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'argent derrière. Et Ouais, mais il y a non, peut-être pas beaucoup de logique aussi, je sais pas. non, mais je dis ça pour blaguer, mais ils me font surtout rire et parfois genre waouh, parce que moi tu vois j'aime bien les gens qui font des sauts de logique et qui font des constructions logiques hyper développées, mais sur base de fausses assumptions, tu vois, parce que du coup ils arrivent à des théories complètement loufoques sur base de juste une petite erreur de pensée, tu vois. Et moi j'adore ce genre de truc, parce que en fait c'est l'écrivain en moi qui adore ça, parce que c'est littéralement ça, c'est tu crées des fictions sur base de la réalité en fait, et c'est excellent. Non, Ouais, ouais, c'est mais vrai. bon, ça c'est mes intérêts à moi. Ouais, ouais.
Je vois dans ton visage que tu es fatigué, donc ou en tout cas, c'était peut-être un peu trop too much. Je sais pas combien de temps on a parlé pour le coup. Putain, 20h19. Ah non, on a fait Ah, une je heure ou pense que quelque ça chose fait un comme ça. moment, hein, quand même. Ouais. Ouais, ça fait un moment. Ouais, on peut clôturer. Donc, bah, voilà, mais merci, ça faisait cool d'être une fois la personne interviewée, tu vois? Ça fait toujours du bien à l'ego d'être considéré comme expert, et tout ça, donc, merci. Et si tu as d'autres questions, on peut en refaire une et voilà quoi. Ouais, Donc, ouais, et bah, fais merci aux attention à ce gens que qui tu dis écoutent et voilà. Pourquoi ça? parce Tu vas que me buter? je le ferai probablement, ouais. Tu vas avoir, une scène entière dédiée, à l'économie, les politiques. C'est Ouais. ça. Alors, à la minute 53 et 22 secondes, tu as dit ça. Vas-y, hein, moi j'ai été chercher dans le concret, j'ai été regarder dans les nouvelles et ce que tu disais, c'était de la merde, hein. Non, 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 dé Oui, dé déjà, c'était ce moment-ci, c'était ma manière de faire un peu des recherches. Je vais pas commencer à lire des trucs et tout. Ouais. mais idéalement, il faudrait, mais c'est tellement Ouais, il difficile faut dans le un temps, monde quoi. où tu as tellement de nouvelles et genre, en plus de ça, il y a les nouvelles qu'on te montre, il y a les nouvelles qu'on te montre pas, enfin. Rien que ça, la sélection, au niveau de la sélection des nouvelles, moi j'ai des frustrations parce que parfois on parle de choses, je suis là, mais purée, on parle de ça alors que à côté, il y a ça qui se passe, quoi. Enfin, par exemple, le pape, il y a récemment, il a dit, il a plus ou moins dit, ah, moi je ne suis pas le représentant de Dieu. Enfin, c'est le premier pape de l'histoire qu'il a fait. Bon, ça n'a pas tellement été discuté. Enfin, oui, et c'est là où Trump était un maître pour moi. C'est que ce gars-là. Mmh. Ah Attends. ouais. Bah oui, donc apparemment Craig veut qu'on s'arrête. Donc on va peut-être s'arrêter sur ce point-là que tu disais qui était hyper intéressant. Tu votes pour ton ennemi. I let you take it over. Je le redis. OK. Bah oui, parce que je sais pas quand ça s'est arrêté en fait, donc autant prendre un peu avant. Oui, donc ouais, donc tu ne votes pas pour, ton ami, tu ne votes pas pour quelqu'un, qui te représente, tu votes pour ton ennemi dans les prochaines années. Donc avec qui tu veux te Hmm. battre pour, défendre tes propres convictions. Ah ah, ouais. Ah, j'aime C'est bien une ça. bonne manière de le voir parce que oui, c'est les politiciens, bah, c'est des politiciens et enfin, c'est des humains et c'est des politiciens. Donc tu sais que de toute façon, ils seront pas parfaits, ils seront pas, Bah les oui. idéaux qu'ils défendent, ce sera pas vraiment les idéaux qui vont Ouais, ouais, ouais. J'ai quand même envie de défendre les politiciens parce que j'ai été hyper trash, peut-être, j'ai l'impression, par rapport aux politiciens. C'est hyper dur de gérer un pays, quoi. T'as plein de gens avec ouais. plein d'intérêts différents et il faut en fait arriver au bien commun, tu vois. Et franchement, c'est pas facile. Moi, si tu me faisais de moi Premier ministre maintenant, je t'avoue que moi, enfin, je sais pas comment je m'y prendrais, quoi. Tu vois, oui, moi, je crois que j'aurais une idée de comment je m'y prendrais, c'est-à-dire je prends des gens beaucoup plus intelligents que moi et puis je joue et je fais les chroniques inutiles, quoi. Je les fais discuter entre eux et on essaie de trouver les meilleures solutions qui rendent tout le monde satisfait. Mais forcément, en prenant une solution qui satisfait un tel, bah tu rends l'autre insatisfait et puis lui va se plaindre et c'est justement réussir à gérer tout ça. Et c'est là où justement tous ces jeux de dialogue et tous ces jeux de montrer la vérité d'une certaine façon est important parce que ça fait que tu prends des décisions et que les gens y croient en toi et que tu avances ensemble, quoi. Et ouais, c'est pas facile, donc j'ai quand même envie de dire, non, c'est pas un job facile. Même si je critique beaucoup, oui, je me rends compte que c'est pas facile du tout. Parce qu'en plus, le politicien, il est peut-être expert dans l'art de discuter, de faire qu'on arrive à des solutions. Mais je veux dire, ce que l'interview avec Monsieur Zuckerberg a quand même montré, c'est qu'ils sont pas forcément. On peut pas être expert en tout, tu vois. Être expert en Mhm. technologie en plus, être expert en économie, être expert, enfin, en finance. Je dis, c'est hyper compliqué et donc voilà. Donc mine de rien, je comprends que c'est pas facile. Voilà. Et ouais, là on peut conclure vu que Craig nous a dit. Donc voilà, je te remercie Julie. C'était marrant parce que ça faisait quand même un moment que j'avais pas fait une chronique inutile avec quelqu'un. Donc voilà, ça c'était Oh, cool aussi. Donc voilà. c'est un honneur alors d'être retour de Ouais, chronique inutile avec quelqu'un. ouais peut-être. C'est ça. Bah demain enfin non, après-demain j'en ai un autre.
Ouais. Ça, c'est plus sur la discipline de travail et sur l'art, je crois. La personne m'a pas trop spécifié. Elle a juste dit: «Je veux parler sur l'éthique de travail». Donc mais j'avais plutôt compris dans le sens, se mettre à travailler, garder une discipline de travail et tout. Donc ça va être très Ah ouais. intéressant, je sais pas trop, donc ouais. Et elle avait des et donc la personne avait des questions pour moi, concrètement. Ah, donc Heu, une deuxième interview. ouais. En De fait, toi. c'est un peu une artiste et elle voit que, ben, plus ou moins chaque semaine, j'écris une histoire courte, quoi. Donc Mmh. oui, il y a des gens qui écoutent les chroniques inutiles. Et donc ouais, elle s'est dit: «Mais putain», enfin je crois que c'est ça, mais je me trompe peut-être complètement, donc ouais, ouais. Bon, voilà, maintenant je vais complètement couper, donc voilà. Je sais pas si toi tu as envie de dire un truc, avant que je coupe? Ciao, amusez-vous bien. Suivez les Et chroniques inutiles. merci, lol, c'est parfait en fait. Chronique inutile, chronique inutile, chronique inutile, je veux dire merci de nous écouter, nous écouter.